bienvenue sur Paris Première. Ils sont d'accord sur rien, mais prêts à débattre de tout. Zemmour et Nolo, c'est l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Saison 7, épisode 14, comme le temps passe, sommaire. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine pour ou contre le service national obligatoire. Et puis, faut-il mettre les députés absentéistes à l'amende? Au sujet de l'école, il y a les anciens et les modernes. Où se situe Jean-Michel Blanquer? On en débat avec Barbara Lefebvre, professeure et auteur d'un livre sur la faillite de l'éducation nationale, et le socialiste François Calfon. Emmanuel Macron avait annoncé la défaite de Daesh pour la mi-février. Alors le groupe terroriste est-il bel et bien mort en Irak et en Syrie? Pour en parler, l'ancien ministre de la Défense Gérard Longuet et le grand reporter Georges Malbruno. Alors que le procès en appel de Jérôme Cahuzac a démarré cette semaine, retour sur les conséquences de cette affaire. Nos politiques ont-ils vraiment changé? Le journaliste d'investigation Gérard Davet et l'écrivain Jean-Luc Barré, qui connaît bien l'ancien ministre du Budget, seront sur notre plateau. Il est le pape du théâtre à Paris avec 3600 sièges et il s'engage. Le producteur Jean-Marc Dumontet lance l'opération Parole citoyenne. Que vaut la parole des artistes aujourd'hui? Il nous racontera aussi son soutien à Emmanuel Macron. Et puis, en parlant de spectacle, il y aura aussi bien sûr le drôle de dame, la super semaine de Sandrine Saroche et les carnets secrets d'Alba Ventura. Allez, bonsoir messieurs, joie de vous retrouver. Je signale à vos amis et à tous vos ennemis qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse. ZenPP. Oh, un petit message, dis donc. Alors, on avait un message de Rémi qui nous dit: chers Eric, votre couple médiatique file le parfait amour depuis des années. Qu'avez-vous prévu pour la Saint-Valentin? Alors, Rémi aurait pu s'abstenir. Alors, qui fait la cuisine? Vous faites des petits plats, Zemmour? C'est sérieux cette histoire-là. Hein, moi, je déprime. Hein. Je passe la soirée de Saint-Valentin avec Zemmour. C'est pas ce que j'avais peut-être, moi. Des choses de plus glamour. Ah bah Zemmour, c'est glamour, non? Pas trop, non. Hein? C'est pas très féminin pour moi. Enfin, je sais pas, chacun ses critères, mais pour moi, il n'est pas du bon côté de la féminité. Enfin, voilà. Je le dis en toute amitié, évidemment. Vous êtes content de passer la soirée de la Saint-Valentin avec Nolo, vous? Je suis toujours content quand je suis avec Nolo. Oh, ils sont mignons. Allez, messieurs, les chronomètres sont prêts, ils sont derrière moi. C'est l'heure du match. Alors que la France a supprimé le service militaire en 97, Emmanuel Macron avait promis de rétablir un service national obligatoire et universel. Nouvelle confirmée cette semaine, mais ça a commencé par quelques couacs. Ce sera un service qui probablement n'aura pas un caractère obligatoire. Il faut que ce soit obligatoire. Oui, bien sûr. Il concernera toute la classe d'âge et il sera obligatoire. Aujourd'hui, mettre en place un service obligatoire sans bénéficier sur le plan militaire des infrastructures de l'armée pour accueillir ces jeunes, ça réduirait le temps du service militaire à quelque chose de très court, de très symbolique, d'un peu gadget, qui nous coûterait à la fois très cher et qui serait très peu utile. Aujourd'hui, je pense que c'est une mesure malheureusement qui était plus de la communication que quelque chose qui va être efficace. Alors, messieurs, justement... Oh, mais dites donc, une question d'Emmanuel. Bonne idée, mais vous, chers Eric, qu'auriez-vous préconisé comme rencontre entre la jeunesse et la nation? On sait que vous, Zemmour, vous ne croyez qu'au service militaire. Non, je ne veux pas dire ça. Mais non. Alors, Nolo? Entre la jeunesse et la nation, il y a une petite institution qui engage quelques personnes, quelques dizaines de personnes, ça s'appelle l'éducation nationale. Et moi, je pensais que dans ce cadre-là, on pouvait éventuellement... Comme on dit au foot, c'était téléphoné. Oui, mais enfin, je sais pas, il y a des millions de personnes qui travaillent pour le ministère de l'Éducation nationale. Là, c'est obligatoire, donc c'est pas la peine de rendre autre chose obligatoire. Je comprends pas très bien qu'on veuille sortir ces missions qui me paraissent revenir de plein droit à cette institution qui est l'éducation nationale. D'accord. Donc voilà. Dans le cadre scolaire. Et sur le service militaire? On vient de le voir, il y a le ministre des Armées, le ministre de l'Intérieur, le président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale et le président de la République se sont contredits sur ce service, à la fois sur son caractère obligatoire et sur sa durée. Alors c'est une cacophonie qui peut paraître anecdotique, elle ne l'est pas à mon avis, parce qu'elle révèle ce qu'est ce projet. Ce projet est une spécialité française, ça s'appelle une idée à la noix. Alors, comment reconnaît-on une idée à la noix? C'est mon côté Michel Chevalet. C'est une idée à la fois coûteuse
inutile et compliqué à mettre en œuvre. Alors tous les critères sont remplis haut la main par cette initiative. Je ne vois pas en quoi ça peut remplir les missions qu'on lui prête, les missions de civisme, de brassage social. Je pense même que ça ne va pas aller jusqu'au bout, parce que quand on va essayer de la mettre en œuvre, on verra que les difficultés pratiques sont très nombreuses et il y aura peut-être même des difficultés légales, puisqu'on nous apprend qu'on ne peut pas imposer en fait ce service national à des majeurs. Voilà. Donc je crois que Macron est prisonnier de cette promesse de campagne, qui est apparue d'ailleurs très tard dans sa campagne, sous l'influence de François Bayrou, et qu'il y a des promesses voilà, qu'on se grandit parfois à ne pas respecter quand elles coïncident avec des idées à la noix. Donc franchement, perte de temps, perte d'argent et perte d'énergie. Occupons-nous des vrais sujets. Oui, on dit entre 3 et 15 milliards par an pour une classe d'âge de 600 à 800 000 personnes. Vous avez fait votre service, vous, Eric? Coopération. Ah, où ça? Réservé aux bons élèves. Hein? Où ça? En Bulgarie. Ah oui, en Bulgarie. Il faut le vouloir, remarque, en même temps. Hein, oula. Ah ouais, sur le front de l'Est, moi j'étais le front de l'Est, ah bah oui. Et vous, c'est moi? Vous l'avez fait votre service? Ah non, moi je suis un grand malade, moi. Ah oui, remarquez ça. Quand ils m'ont vu, ils ont eu peur. Trop de maladies, ils m'ont dégagé. C'est vrai en plus. Alors, et cette histoire de service national? Je propose d'abord de breveter l'expression de Nolo, idée à la noix, I-A-N. Je te propose de... Ça, c'est parfait. Non, mais c'est toujours la même chose. Alors, plaisanterie mise à part, c'est pourquoi on a des idées à la noix. Je crois avoir compris quelque chose avec cette idée de service national. C'est parce que on regarde ce que ça a fait dans le passé et on croit qu'en le réinventant, ça va reconstituer la même chose. C'est-à-dire que le service national, on dit, ça brassait les générations, ça brassait les classes sociales. Ce qui était de moins en moins vrai. À notre époque, c'était déjà fini. C'était quand il y avait la guerre, en vérité. 14-18, ah bah oui, ça c'est sûr, ça a brassé les classes sociales. Mais depuis, ça s'est un peu étiolé comme système. Et en plus, surtout, c'est là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas fait pour ça. C'était fait parce que depuis les guerres de la Révolution, on avait inventé les guerres de masse, l'appel au peuple, les guerres de l'Empire et surtout la guerre de 14, c'est-à-dire que tout le pays se mobilisait pour la guerre. C'était ça le service national. Et surtout dans un pays comme la France, je vous donne une idée, en 14, on était 40 millions, les Allemands étaient 60. Et en 40, on était toujours 40 millions, les Allemands étaient 80. Donc si vous voulez, on avait intérêt à ramasser tout le monde. Parce que même là, on était à 1 contre 2. Mais que je sache, on ne va pas se battre contre les Allemands. Non. Bon. Et donc je ne vois pas l'intérêt. Les armées n'en veulent pas. Les armées ne veulent pas du service national. C'est comme disait Emmanuel, un lien avec la nation, etc. Moi, je ferais bien mon service, ou je l'aurais bien fait. Non, mais c'est pas ça le problème. Je viens de vous expliquer qu'en fait, c'était un effet induit. Le lien avec la nation, ça a été un effet induit. Il est important aussi, cet effet induit. Il est très important, mais d'abord, Nolo a raison, et ça va être notre débat de tout à l'heure. Si l'école, c'était faite pour ça, normalement. C'est justement pour... Mais sauf qu'ils l'ont détruit. Mais ça va être notre discussion de tout à l'heure. Ouais. L'armée n'était pas fait pour ça. L'armée, c'était pour la guerre. Sauf que la guerre, maintenant, ça se fait avec des professionnels. Ce qui est un peu étrange, c'est cette volonté, par des mesures un peu étranges, de reconstituer la communauté nationale. Exactement. Sans s'attaquer aux causes qui ont dissous cette communauté. Tu parles d'or, Nolo, là. Alors là, sérieusement, tu parles d'or. Non, mais c'est un peu étrange, c'est-à-dire que c'est le principe de la poudre de perlimpinpin. On jette de la poudre de perlimpinpin, on se dit abracadabra, la communauté nationale est restituée parce que des gamins vont traîner pendant, alors certains disent 3 mois, d'autres 6 mois, à pas faire grand-chose. Il faut être honnête, il y a 800 000... naissance en France à faire des classes d'âge, donc disons les 800 000 vont pas faire leur service, mais 600 ou 700 000, qu'est-ce que vous allez faire de 600 000 ou 700 000 gamins? La plupart vont perdre leur temps. Donc vraiment, de quelque point de vue qu'on le considère, je trouve cette mesure complètement inapte. Et je pense qu'on remarquait, il y aura un avantage, c'est qu'on s'amuserait. Pourquoi? C'est-à-dire que vu que les gamins aujourd'hui ne se mélangent pas en vérité, ils se mélangent beaucoup moins que dans notre génération, ou moi je vois mes enfants, c'est très intéressant, entre les classes sociales, entre les origines ethniques, religieuses, etc. Il y a 1000 fois moins de mélange que de notre temps. Donc ça serait intéressant de voir comment ça fonctionnerait, parce que je pense que ça pèterait très vite. Bon, écoutez, à suivre, à suivre ou pas. Je crois qu'il y a un fait historique, c'est que Éric Zemmour a 2 minutes 21 et que vous en avez 2:30. Je crois que là, c'est un petit cadeau de Saint-Valentin. C'est son cadeau de la Saint-Valentin. Il vous a donné 9 secondes. Merci. Allez, on passe au second match. Quand il dit des choses intéressantes, c'est normal, je le laisse parler. Donc, en 10 ans 9 secondes en 10 ans, c'est sympa. Ça voilà, voilà. Le président
de l'Assemblée nationale, François de Rugy, veut sanctionner les députés multirécidivistes de l'absence. Il a été traité de petit comptable par le patron des députés LR, Christian Jacob, et de surveillant général par Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Rappelons qu'un député gagne 7 185 € bruts mensuels avec des avantages en nature, notamment sur les transports, etc. Alors, c'est pas de la démagogie quand je rappelle ça, mais simplement pour vous, Éric, est-ce que c'est une vraie moralisation ou est-ce que pour le coup c'est de la démagogie pure? Bon, d'abord, l'absentéisme des parlementaires, c'est une vieille histoire, mais même une très vieille histoire. Ah oui. La Troisième République, déjà, voilà, on en parlait. c'est un des marronniers. C'est curieux quand même, parce que les Anglais, ils sont là, au Parlement. Non, mais restons en France. L'absentéisme des parlementaires français, c'est un des marronniers les plus robustes et les plus feuillus. Alors, on va rappeler quelque chose. Normalement, les députés, ils sont dans leur circonscription. C'est le scrutin majoritaire et uninominal. Et avant, il y avait le cumul, et donc ils faisaient tout le temps, ils étaient tout le temps en campagne, ils étaient assistantes sociales, chefs. Ouais, donc ils ne pouvaient pas être tout le temps à l'Assemblée. Non, mais pour être équitable, il faut rappeler que le travail d'un parlementaire, c'est pas seulement être en séance, il y a le travail en commission qui est extrêmement important, et le travail des multiples enquêtes parlementaires. Donc c'est pas parce que le type est pas là le jour du vote qu'il ne fait rien, la commission, en fait, ou qu'il est parti à la pêche à la ligne. Les commissions, c'est essentiel. Sauf que c'est pas formé. Quand le président allemand vient à l'Assemblée nationale, vous avez vu en janvier Wolfgang Schäuble, il y avait personne, c'est quand même un peu indélicat. Hein. Non, excusez-moi, mais j'essaye d'être équitable. Bon, je sais que c'est pas très bien porté comme objectif autour de ce plateau, mais c'est ma tendance naturelle, c'est ma pente naturelle, je la suis. Ensuite, il est vrai qu'il y a, en certaines occasions, il y a un nombre anormalement bas de députés. Bon, moi je crois que le fond de l'affaire, c'est pas ça, c'est que les députés ont beaucoup de mal à accepter qu'il leur faut rentrer dans une forme de normalité et de régime commun. On a vu ça sur le régime des retraites, qui était assez scandaleusement favorable, ils ont beaucoup freiné, des allocations en chômage, c'est la même chose, et des remboursements de frais qui étaient... Bon, on va utiliser un autre adjectif, pas équitable, mais opaque, on va redire ça pour être gentil, voilà. Donc on les ramène peu à peu à la raison, mais ils résistent, et pour résister, ils sortent l'arme de disqualification massive, ils disent c'est de la démagogie, c'est de l'anti-parlementarisme. Non, ils reviennent simplement à une situation normale, parce que cette situation a été très longtemps anormalement favorable aux députés. Voilà, ils apprendront, c'est lent, mais ils apprendront. Moi, je pense quand même que c'est de la démagogie. Si de Rugy veut absolument améliorer la présence, il peut faire comme au Parlement européen, c'est-à-dire faire l'inverse. Ne les payer que s'ils sont là. Ah, c'est pas mal ça. Au Parlement européen, c'est comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut toujours essayer de revenir pourquoi il y a tous ces privilèges. Et là, je te rejoindrai davantage. C'est-à-dire qu'auparavant, sous la Troisième République, sous la Quatrième République, le Parlement, c'était le pouvoir. Et comme toujours, quand on a le pouvoir, on a des privilèges. Sauf que depuis la Cinquième République, il y a eu deux étapes en gros. Il y a le général de Gaulle et Michel Debré qui leur ont enlevé la moitié de leur pouvoir et l'Europe qui leur a enlevé l'autre moitié. En vérité, les députés ne servent plus à rien. Moi, j'ai discuté avec des députés, avec des sénateurs. Ils me disent que c'est impressionnant. C'est-à-dire que quand ils proposent quelque chose, le membre du gouvernement se lève en disant « contraire à la directive européenne, machin ». Et mon ami sénateur me dit ils font même pas semblant d'argumenter. C'est dégage. Il y a la directive qui est contraire. C'est ça aujourd'hui le Parlement. Et sur tous les sujets. Donc évidemment, c'est terrible pour eux, et c'est terrible pour la démocratie, et donc c'est ce qui explique que oui, on va réduire le nombre, qu'on va, etc. Parce qu'en fait, ils ne servent plus à rien. Ils n'ont plus rien de la souveraineté originelle. Ce que tu dis n'est pas faux, mais il n'en reste pas moins qu'objectivement, les privilèges, même dans le cadre que tu as défini, étaient exorbitants. Quand d'anciens... mais ils avaient le pouvoir. Oui, mais quand d'anciens députés... Ils faisaient vraiment la loi. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils étaient députés. Mais tu as des anciens députés qui bénéficient encore de la gratuité des transports. De quel droit? À quel titre? Non, mais il fallait quand même remettre à plat. T'as pas tort. On est dans une entreprise de moralisation puis d'assainissement des finances publiques. Il me semble quand même normal que la représentation... C'est pas ça qui ruine les finances publiques. D'accord, mais enfin, c'est une question d'exemplarité. Oui. Il me semble que la représentation nationale devrait être concernée au premier chef, c'est eux qui font les lois. Bon, vous avez toujours de l'avance sur Zemmour. Donc, ça devient vraiment indécent. Plus que 3 semaines d'avance sur Zemmour. Bien, merci messieurs. C'est maintenant l'heure du grand duel. Alors Jean-Michel Blanquer, ancien ou moderne, le ministre de l'Éducation nationale, fait encore l'événement cette semaine avant de recevoir Barbara Lefebvre, qui est professeure et auteur de ce pamphlet remarqué, Génération J'ai le droit à la faillite de notre éducation, et le socialiste François Calfon. Regardez cette question qui fâche de François Rousseau.
Cette semaine, le ministre Blanquer passe au tableau. Est-ce que vous savez qui est Albert Camus? Lundi, rapport sur les maths à l'école. Les mathématiques, c'est la vie. Ce mercredi, réforme du bac au Conseil des ministres. Demain, son premier grand oral en prime time. Bonsoir à tous. Pas une semaine sans annonce. Et cette première question, est-il voulait être le premier de la classe? J'insiste beaucoup sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. C'est son premier programme, faire la leçon à sa prédécesseur Najat Vallaud-Belkacem. Lire, écrire, compter, respecter autrui, ça aussi, ça devrait rassembler tout le monde. Il balaye sa réforme du collège, réinstaure les classes bilingues et la semaine de 4 jours. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce n'est pas tout. Le redoublement, ça fait longtemps qu'on a fait nos annonces sur le sujet. Nous considérons qu'il est inefficace. Non, c'est absurde. Blanquer, bon joueur d'échecs, est un tacticien. Il commande rapport sur rapport. Moi, j'évolue en écoutant. Désarçonne la gauche et séduit la droite. C'est un visionnaire et moi, je partage un grand nombre de ses visions. Après 2 années, j'allais dire, de verrouillage de l'éducation par Najat Vallaud-Belkacem à l'égard de la région Île-de-France, eh bien, on avance la main dans la main sur toute une série de sujets. D'où cette deuxième question. Jean-Michel Blanquer est-il d'abord l'anti-Najat Vallaud-Belkacem? Classé à droite, ancien jupéiste, ses détracteurs le dépeignent aussi en libéral. C'est l'idéologue de la droite. Il pense que les écoles doivent se gérer comme des entreprises, que le chef d'établissement doit choisir le personnel et fixer la paye. Pardon de vous dire, c'est pas l'idée que je me fais, de l'école républicaine. Mais Jean-Michel Blanquer est avant tout un nostalgique, favorable au retour des chorales à l'école, au port de l'uniforme, à l'apprentissage de la Marseillaise et contre les portables dans les collèges. Quelques-unes des critiques que j'adresse depuis longtemps aux politiques scolaires ont porté aujourd'hui Jean-Michel Blanquer est sensible à ce qu'avec d'autres je dis depuis longtemps. Je n'ai jamais cherché à faire moderne. Je crois que je le suis, mais je ne cherche pas non plus à faire classique. Je le suis par certains côtés et j'en suis fier, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, question qui fâche, le nouveau ministre est-il moderne ou réactionnaire? Voici Barbara Lefebvre. Bonsoir madame, c'est par ici. Et François Alors évidemment, on vous a fait entrer sur France Gall. Bon, un petit classique, comme la petite robe noire. Bonsoir madame, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Alors, classé plutôt parmi les conservateurs, notamment depuis votre débat avec Emmanuel Macron, le débat d'avant présidentiel dans l'émission de France 2. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes élu socialiste, conseiller régional Île-de-France et soutien de Jean-Luc Carvounas pour prendre la tête du PS. Oui. Ouais, enfin, je sais pas si c'est le sujet du jour, mais je soutiens, puisqu'on est dans le réel du débat éducatif, un élu de banlieue d'Alfortville qui n'a pas une vision sépia d'éducation, mais une vision réelle pour le coup. Attendez, avant tout, est-ce que vous soutenez tout ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem avant? Donc qu'on ait le débat simple. En fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Non, c'est tout blanc ou tout noir là. Parce que pour moi, c'est tout noir ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem. Pas pour moi. Alors attends. Voilà, déjà vous mettez du blanc. Par exemple, les rythmes scolaires. Moi, je suis élu dans une commune, je suis élu d'opposition. C'était une majorité de droite. Il y a un travail remarquable qui avait été fait, notamment pour éviter finalement les abandonnés de 16h30, que sont ceux qui n'ont pas de relais éducatif et d'élévation culturelle chez eux. Épargnez-nous les Mais c'est la vérité. On avait mis en place un certain nombre de Ce qui compte, c'est le fond, là. Le fond, c'est soit la télé-réalité des gamins, soit un certain nombre de politiques éducatives. Vous avez découvrir la musique, il faut découvrir. Vous avez dévié, Calfon. Bon, alors, attendez, mais moi, je vois les effets positifs entre un type qui tient les murs et un type qui est dans une classe et qui apprend à faire de la musique classique. Cela dit, moi j'ai des enfants, je vais vous dire qu'on est épuisé avec les 5 jours, je vous assure, on est cuit. Mais ça c'est pour les parents, c'est pas pour les enfants. Non, pour les enfants. Non, les enfants aussi. Les enfants aussi. Alors, puisque madame, vous dénoncez dans ce livre la faillite de l'éducation nationale, vous allez subir l'interro de Nolo. Eh oui. Non, pas subir, parce que moi, en fait, je suis plutôt de votre côté, en réalité. Moi, je suis plutôt du côté de la verticalité. Je pense, mais un peu archaïquement, un peu bêtement, que dans une salle de cours, il y a quelqu'un qui sait, il y en a d'autres qui savent moins.
Et à la fin du cours, ceux qui savent moins en savent un peu plus. Et moi, je suis très reconnaissant à mes maîtres scolaires, à mes maîtres universitaires, d'être sortis à chaque fois de leur cours un peu moins ignorants que je n'y étais entré. Donc c'est pas ça le débat. Moi, je trouve que le défaut de votre livre, en tout cas un des défauts, c'est que vous superposez deux problèmes sans les articuler. Alors, le premier problème, c'est vous dénoncer les ravages du pédagogisme et d'autres ismes à l'intérieur de l'école. Et puis, d'un autre côté, vous révélez quelques tendances lourdes de la société, c'est-à-dire l'émancipation continuelle de l'individu à travers les siècles, l'extension indéfinie de ses droits, l'avènement d'une société de l'instantanéité, du zapping, du divertissement, etc. Mais moi, la question que je me pose, au point où nous en sommes arrivés, et c'est la question de l'interro Nolo, à supposer qu'elle le veuille, l'école pourrait-elle être un sanctuaire contre tout ce qui l'entoure et sape ses missions? Moi, je pense qu'on a dépassé ce stade. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rattraper tout ce qui se fait dans la société et qui mine les bases en fait de l'enseignement. Mais bien sûr, enfin... Ça, on est tous d'accord. Oui, il n'y a pas d'articulation dans votre livre. Mon ouvrage n'a pas vocation à répondre aussi à toutes ces questions-là, mais en effet... Le problème qui se pose depuis très longtemps, et c'est un problème qui s'est enraciné même à l'époque des philosophes des Lumières, qui ont commencé justement à avoir ce grand intérêt pour l'éducation des masses, et non plus seulement l'éducation d'une certaine partie de la société, mais justement cette éducation des masses au service du progrès. Ça a couru tout au long du 19e siècle. On a cherché les meilleurs moyens pour justement éduquer les masses au nom du progrès, et d'une certaine façon, on s'est perdu en route, effectivement. Donc il y a toute une dégradation globale de la société qui court autour de cette culture de l'individu qui a fini par glisser après, au moment des 30 Glorieuses, dans l'individualisme forcené. Et effectivement, je pense que dans l'euphorie des 30 Glorieuses qui s'est achevée par les grandes utopies de mai 68, eh bien là, on est arrivé en quelque sorte au bout du chemin, et je crois qu'effectivement aujourd'hui, l'école telle qu'elle est aujourd'hui, sur laquelle on est tous d'accord, le constat est catastrophique. Là, je crois qu'on est arrivé effectivement au bout du chemin. La question que moi je pose dans le livre, c'est pas la question des moyens. On peut parler pendant des heures des réformes de structure, de ci, de là, qui pour moi ne sont que des rustines, et ça fait 30 ans qu'on colle des rustines à l'éducation nationale. En réalité, la vraie question de fond, c'est quel est le sens de l'école aujourd'hui, et quel est ce sens d'un point de vue collectif. Il faut qu'il y ait un projet collectif, mais vous répondez pas à ma question. Projet national sur cette école. Ma question. Par exemple, la question de l'ennui en cours. Maintenant, il ne faut pas que les enfants s'ennuient. C'est nécessaire, l'ennui. Non, mais nous sommes d'accord. Indispensable. Sauf que, on peut être d'accord avec vous, sauf qu'on est dans la situation suivante où 6 heures par jour, vous dites aux élèves, l'ennui est nécessaire, ils rentrent chez eux, ils travaillent quand ils font leurs devoirs devant 6 écrans ouverts, ils jonglent, et il n'y a pas de place pour l'ennui. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment de vacances, hop, donc est-ce que l'école peut cohabiter avec un système de société qui est à l'opposé de ce qu'il essaie d'instaurer? La problématique que vous posez, elle est majeure. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est la faillite de notre éducation. C'est pas la faillite de l'éducation nationale. C'est la question aussi de l'engagement parental. La façon dont les parents, aujourd'hui, constituent un environnement sécurisant, affectueux et sécurisant, mais en même temps une forme d'autorité. C'est-à-dire que les parents ont un objectif qui est un objectif de constituer une butée. La contrainte éducative, l'école, c'est une contrainte sociale, c'est aussi une contrainte éducative, mais les premiers éducateurs de l'enfance sont les parents. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un problème d'éducation parentale, mais qui là aussi court sur des décennies. C'est pas les parents d'aujourd'hui qui posent un certain nombre de problèmes, c'est les parents qui sont déjà les parents, les baby-boomers de 68. Vous avez un point de vue de polémiste. Le problème, c'est pas du tout, non. Non, mais laissez-moi juste développer. Le problème, c'est que on pourrait vous suivre dans le monde d'avant Internet. C'est-à-dire qu'il y avait un débat. Est-ce que finalement le apprendre à apprendre, le jouisser sans entrave, ça tient lieu de politique éducative versus l'encyclopédisme? Et moi, j'étais plutôt du genre l'encyclopédisme, finalement apprendre l'effort et ces choses-là. La vérité, c'est deux phénomènes que vous ne tenez pas en compte, vous prenez pas en compte. D'abord, vous avez une évolution majeure de la population scolaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le fait même que nos écoles, finalement, soient les résultants de la démographie, change la donne. La deuxième chose. Oui, mais il faut en parler. Eh bien, il faut en parler, évidemment. Mais elle en parle. La deuxième chose qui m'apparaît majeure, c'est que le sujet n'est plus de savoir si on apprend à apprendre ou si on est dans l'encyclopédisme. Le sujet est dans la population telle qu'elle est, avec le décrochage scolaire, tout ministre confondu, et peut-être qu'il continue. Comment on fait pour revenir sur des fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter. Et donc là, je me permets, puisqu'il y a deux débats en un, de dire que par exemple le dédoublement des classes, dès lors que c'est pas finalement du slogan, qu'il y a les moyens qui suivent, parce qu'il y a un sujet de moyens,
c'est quelque chose de très délicat. L'idée qu'on va revenir, et moi j'adore Régis Debray par exemple, mais l'idée qu'on va revenir poudre de perlimpinpin, vous en parliez tout à l'heure, et moi par ailleurs je suis plutôt favorable au rétablissement du service national, mais d'un coup de baguette magique par la sanctuarisation, en fait j'ai discuté sur le plateau avant que les caméras ne s'ouvrent, en fait finalement en verrouillant l'institution scolaire malgré la société, ça ne marchera pas. Il faut reprendre des fondamentaux avec ce qu'est la société. La question des supports technologiques, c'est encore une fois se poser regarder par le petit bout de la lorgnette, c'est se poser la question des moyens. La pédagogie, c'est ça. La pédagogie, c'est quels moyens on utilise, mais à une certaine fin. Et la fin de l'éducation, me semble-t-il, c'est l'acquisition de savoir. Donc moi, qu'on acquiert des savoirs avec des tablettes, pas des tablettes, la question ne se pose pas vraiment, même si j'ai un avis sur cette question. Je pense que la graphie est encore très importante. Il ne s'agit pas juste de tapoter. Mais la question n'est pas là. La question, c'est comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui aux élèves déjà à lire? Parce que vous me parlez des supports, Internet, etc. Internet, c'est formidable. Internet, ça je dis que ça change, change le rapport à la concentration, le rapport à l'individu. Et c'est pas simplement l'avènement de 68 et d'individualisme. C'est exactement ce que disait Nolo. On a des technologies qui sont transformantes de la personnalité. C'est la satisfaction immédiate qui est partout. Oui, mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons encore des élèves de tout milieu, je parle bien de tout milieu socio-économique, qui savent encore véritablement lire, c'est-à-dire au sens de la lecture-compréhension. Est-ce qu'ils sont capables de comprendre finement ce qu'est... Non, c'est pas du tout réactionnaire. Alors, mais bien sûr qu'elle a raison. C'est un peu réactionnaire. Non, pas du tout. Parce que quand moi je vois les travaux d'expérimentation... Excusez-moi, parce que le petit adjectif réactionnaire pour tuer tout débat... Non, pas du tout. La réaction, c'est magnifique. Non, je pense pas, parce que Blanquer est plus subtil que ça. On est con avec le discours, écoutez, ça fait des siècles. Non, mais c'est moi. Les résultats des choristes, ça marche pas. À un moment donné, il faut passer à d'autres méthodes. Vous êtes complètement dans les clichés. Messieurs, laissez parler Madame Lefebvre. Non, mais bien sûr, mais elle finit. Finissez, Madame. Ça me fait beaucoup rire d'entendre un type prétendument de gauche, prétendument républicain, expliquer qu'on ne peut rien faire contre la société. Je rappellerai à M. Calfon. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Et donc, pas simplement plaquer les méthodes d'hier. Je vous rappellerai que la République, sous la Troisième République, que Jules Ferry a arraché les gosses à leurs parents paysans pour les emmener à l'école et qui leur a expliqué que Dieu c'était du pipeau et que les instituteurs relisaient Pagnol et compagnie, ça c'était pas contre la société. Alors ça non, ça on n'y allait pas contre la société. Mon cher Calfon, vous me faites rire. Ça vous arrangeait. Alors évidemment vous trouvez ça formidable. Et ben aujourd'hui c'est la même chose. L'école doit être un sanctuaire contre tout ce qui vient de l'extérieur. Mais si, on est arrivé sous la Troisième République. Et là, peut-être qu'on va pouvoir se retrouver. Le sanctuaire, ça doit surtout être un sanctuaire des savoirs. Des savoirs culturels exigeants pour tous. Or, aujourd'hui, on a déconstruit l'enseignement de la langue française. À partir du moment où vous déconstruisez... Oui, mais c'est ça, la vraie inégalité des chances. Ça, c'est votre copine. La gauche, c'est tout le temps l'égalité des chances. La vraie inégalité des chances, c'est l'impossibilité aujourd'hui de maîtriser la langue commune qu'est le français. Et être en dehors des clichés. Sous la Troisième République et Jules Ferry, on n'arrache pas simplement les gosses. Il y a un sens de la société, il y a un sens de ce qu'est le progrès. Et donc, à partir de là, vous avez un modèle contre un autre. Si le modèle... Non, mais c'est quand même ça. On en a parlé en coulisses. Si le modèle, c'est simplement la performance managériale qui serait... C'est pas ce qu'elle dit du tout. C'est ce que je dis. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ah bon. Le problème, c'est que simplement, on a une école qui dit... ce que vous dites, c'est on arrache les gamins à leur milieu, à leur ennui, à leur incapacité, mais quel est le sens du vivre ensemble? Il n'y en a pas. Mais si. Ah bon, mais moi je ne le vois pas. J'aimerais le voir davantage. Alors elle raconte très bien, parce qu'il y a deux choses. Vous avez dit tout à l'heure très justement, il faut tenir compte de la démographie. Et elle le raconte. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un décalage entre le titre et ce que vous racontez vraiment dans le livre. Parce que le titre, Génération du droit... Franchement. Comment? Le titre, c'est un peu, voilà... attendez, vous m'avez pas laissé, j'ai pas fini. C'est un titre, je ne sais pas que vous ayez lu le livre. Le titre est très bien, mais il est en décalage avec ce qu'elle raconte. Pourquoi? Parce que le titre, c'est une critique assez convenue, parce qu'on l'a beaucoup fait, etc., de l'individualisme post-68 Moi-même, j'ai écrit là-dessus, on en a nombreux à avoir écrit là-dessus, sur l'alliance entre les libéraux et les libertaires. Michéa a été notre maître à tous et on a tout, c'était très bien. Bon, voilà, d'accord, tout ça est réglé. En revanche, dans votre livre, et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que vous montrez de l'intérieur
la désagrégation de l'école par la démographie, par les nouvelles populations issues de l'immigration et de l'alliance de ces populations avec nos amis de gauche, bien pensantes. Si, monsieur Calfon, tous ils sont tous de gauche. Ont paupérisé le recrutement enseignant. Non, je parle pas de moyens, moi. Ah ben si, je parle d'idéologie. Laissez-moi finir. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une question d'idéologie. C'est la gauche qui a inventé les je dis pas d'un bloc, madame. Je vous recommande, parce que vous allez comprendre ce qu'a fait votre copine Najat, je vous recommande son chapitre sur les... Si, vous allez comprendre. Mais vous jetez des anathèmes, Zemmour. Je pense que vous n'avez rien compris. Mais vous savez, je suis capable de comprendre. Oui, je sais, c'est vrai. Justement, c'est pour ça que je vous incite à lire, parce que vous avez développé votre lecture-compréhension. Donc, je vous recommande... Non mais attendez, c'est vraiment les choristes. Hein. Ils voudraient une règle. Est-ce qu'il y a une règle en fer sur le plateau? Parce qu'on va tendre les doigts quand même. Hein. C'est quand même terrible comme ça, moi. Ouais, mais moi aussi. Vous voyez, on me tirait les oreilles, vous voyez le résultat. Moi aussi, vous l'avez vu également. Et j'avais la blouse grise. Et je m'en porte pas plus mal. Je finis, sérieusement. Il y a un chapitre que je vous recommande, plaisanterie mise à part, remarquable, sur l'histoire. Comment les pédagogistes et les gens autour de Najat Vallaud-Belkacem, qui ont fini le boulot, en vérité, là vous avez raison, c'est que les ministres de droite se couchaient devant les mêmes, vous avez 1000 fois raison. Comment ils ont changé, détruit délibérément le roman national pour inventer un nouveau roman post-national. Je finis. Je finis, c'est écrit noir sur blanc. Un roman post-national. Je finis avec les Sarrasins, nos ancêtres à la place des Gaulois. Oh là, vous êtes en plein délire Zemmourien. Et Zemmour et la caricature de Zemmour. Écoutez, mais ça c'est les mots de Zemmour. Moi j'ai lu. Est-ce qu'on peut intervenir? Non, interviens, mais tu veux que je te retrouve la page aussi? Non, je fais référence effectivement dans un manuel scolaire au fait qu'on renvoie les élèves à des activités sur un site qui est un site France Télévisions en lien avec le ministère de l'Éducation nationale de l'époque, qui a mis en ligne effectivement une petite information animée, nos ancêtres les Sarrasins, qui nous expliquent en réalité. Non, vous avez lu les manuels des enfants, vous avez lu les manuels des enfants. J'ai fait par ailleurs effectivement un long article qui est paru il y a quelques années sur la façon dont l'islam est enseigné dans les manuels scolaires. Et effectivement, je constate. Mais oui, gordien, c'est l'islam. Mais oui, c'est un des nœuds gordiens. Oui, monsieur si vous permettez juste que je termine. Vous seriez peut-être ravi de savoir que Souad Ayada, la nouvelle présidente du Conseil supérieur des programmes, rejoint tout à fait ce constat en reconnaissant aujourd'hui qu'il y a un problème de l'enseignement du fait religieux, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas notamment l'histoire de l'islam d'une façon proprement historique, mais d'une façon tout à fait idéologique. Et donc là, on a un véritable problème. Et c'est ce problème-là que je soulève. Voilà, oui, un autre point. Moi, je ne vais pas ouvrir le débat sur le roman national. Moi, je suis très réservé sur cette notion. Mais vous aussi, vous l'êtes, madame, en tout à fait. Moi, je suis favorable à ce que dit toujours Flaubert, enfin ce qu'a écrit Flaubert dans sa correspondance, c'est-à-dire que l'histoire est toujours le regard du présent sur le passé et que donc elle doit toujours être à refaire. Il disait l'histoire romaine, on doit la refaire tous les 20 ans. Nuancé. Non, mais bien entendu. Mais excusez-moi, le problème aujourd'hui, si vous permettez. Non, pas du tout. Et supposément l'islam qui est une bombe interne. C'est pas en parlant forcément très fort que vous allez vous faire entendre. Je parle normalement, vous parlez. La question, si vous voulez, qui est posée sur la question du roman national, c'est pas celle-là. Aujourd'hui, on a un certain nombre de ces pédagogistes, de ces idéologues qui justement ont une vision tout à fait idéologique de l'histoire. Moi, l'histoire, justement, je ne considère pas qu'elle est au service du progrès. Elle n'est pas au service du progrès. Il n'y a pas une visée téléologique de l'histoire. L'histoire n'a pas un but, une finalité. L'histoire, c'est un enseignement qui nous permet de nous enraciner, qui nous permet de comprendre quel est notre héritage commun, notre héritage culturel. On est ailleurs, là, on est dans l'hyperespace. Non, on est au contraire au cœur du sujet. Parce que c'est là qu'on a déraciné justement culturellement, notamment les nouveaux venus, qui étaient nécessaires d'intégrer à ce récit national et à ce récit français. C'est là qu'est le problème. Non, mais j'ai fait une parenthèse sur le roman national, mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est monsieur Zemmour. Oui, bien sûr. C'est moi le coupable, comme d'habitude. L'islam et le roman national, c'est toujours Zemmour. Il y a un chapitre entier, je te signale, aimablement. Moi, je le lis. Moi, simplement. Non, il n'a pas fait de hors-sujet. Je vois que le dernier chantier, c'est pas l'histoire, c'est les mathématiques. Résultat catastrophique. Or, là, on a un réflexe qui n'est pas idéologique, si on se dit, ça marche pas ici, ça marche ailleurs. Allons voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que pour vous, c'est une piste? Alors, pour les mathématiques, il paraît que c'est Singapour, le paradis des maths. Pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture, il y a des résultats extrêmement, bien supérieurs à ceux de la France dans les pays scandinaves. Est-ce que vous pensez que c'est une piste, ça?
Bien sûr, mais la formation des enseignants pose un énorme problème aujourd'hui. Pas tellement en termes de structure, mais aux mains de qui a été mis la formation des enseignants depuis 30 ans, 40 ans. ça, c'est vrai. On l'a mis entre les mains d'un certain nombre d'idéologues et d'experts, de théoriciens. Moi, je dis, la pédagogie, c'est une activité de praticien. L'enseignant est un pédagogue. Pédagogue, en grec, ça veut dire celui qui guide l'enfant. Donc effectivement, pour que le maître soit véritablement le guide de l'élève, il ne faut pas qu'il soit derrière l'élève, il faut qu'il soit devant, puisqu'on ne veut plus qu'il soit en haut, évidemment, puisqu'il ne peut plus y avoir de rapport de hiérarchie et de verticalité, mais au moins qu'il soit devant, qu'il guide les élèves. Or, le pédagogisme, c'est quoi? Ce sont tous ces théoriciens, ces experts en, je mets ça entre guillemets parce que moi, l'expression m'insupporte, en sciences de l'éducation, qui viennent plaquer des réalités qui n'ont aucun sens et qui ont formaté, mais depuis plus de 30 ans, les enseignants. Donc aujourd'hui, il y a une véritable politique de formation des enseignants pour justement remettre la pédagogie au cœur et non plus le pédagogisme, c'est-à-dire des théories fumeuses qui sont pour la plupart très jolies, très utopistes et qui nous viennent parfois de la fin du 19e siècle, parce qu'il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, la lecture globale, etc., qui a encore cours, parce que quand on nous dit c'est pas vrai, on fait plus de... Attendez, elle finit. C'est le cœur du sujet. Monsieur, vous avez peut-être des enfants qui parlent, qui savent encore lire et écrire et qui peuvent lire. À vous leur avez appris, c'est à l'école de leur apprendre cela. C'est pas à vous, justement. Parce que vous avez le parachute culturel qui leur permet justement de compenser les erreurs. On essaie d'avancer dans le débat. Les oppositions de style, pour moi, n'ont pas de sens. Le pédagogisme, c'est une catastrophe. C'est pas que j'étais contre vous, c'est que je suis d'accord. Bon, donc on va pas dire. Alors ça, c'est extraordinaire. Non, mais tout le monde est d'accord. Mais attendez, juste laissez-moi terminer. Et simplement, et c'est là où la question de Nolo était pertinente, évidemment, madame a répondu à côté. C'est pas parce que ça ne marche pas et qu'on a une méthode qui ne fonctionne pas que la réponse est dans ce que vous avez fait, la dénonciation du pédagogisme. Sur les maths, il y a effectivement entre guillemets, la méthode miracle de Singapour. La méthode miracle de Singapour, c'est pas la blouse blanche et Jules Ferry, c'est autre chose. Mais on vous a jamais dit ça. Mais c'est moi qui vous dis, j'ai le droit de parler et mettre une idée. Laissez-moi émettre une idée, pardon de vous le dire. La deuxième chose, et ça pour le coup, je soutiens, la deuxième chose, et j'avais une blouse grise. La deuxième chose, c'est que par exemple sur l'apprentissage de la lecture, quand Blanquer dit, parce qu'au lieu d'aller puiser dans la hotte du Père Noël de Jules Ferry, il y a d'autres possibilités. Il faut recourir aux neurosciences pour apprendre. Vous avez entendu les pédagogistes sur ce sujet? Mais je ne suis pas d'accord. Arrêtez de refaire le débat, le match sur les pédagogistes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est que le recours au passé mythique ne règle pas les choses. Il est hors de question d'avoir un recours au passé mythique. Et tout à l'heure, quand on a commencé le débat, moi, dans ce débat, mais avant que la société se transforme radicalement, j'étais évidemment du côté des encyclopédistes plutôt que des pédagogistes. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que si nous voulons du résultat pour faire en sorte que les enfants apprennent à lire, écrire, compter dans la société telle qu'elle est, je m'en satisfais pas. Eh bien, il faut avoir recours à d'autres méthodes. Le dédoublement des classes est une bonne méthode en ZEP et pourquoi pas ailleurs qu'en ZEP. Si vous dédoublez des classes, monsieur, mais que les méthodes d'apprentissage, vous continuez que ce sont toujours les mêmes, ça ne marchera pas. Alors le débat, on pense à Agir pour l'école, qui est un collectif qui a fait beaucoup d'expérimentations et qui ont fonctionné. Agir pour l'école, justement, c'est pas la méthode globale. Sauver l'élève, c'est pas la méthode globale. Oui, mais vous êtes en train de dire, de me parler comme si j'étais le syndicat du pédagogisme, ce que je ne suis pas. Donc vous vous trompez de cible. Monsieur Zemmour, le débat est terminé. Non, mais monsieur Calfon, ce qui est un peu agaçant, c'est que... Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous dire en 2 mots si vous êtes pour ou contre Jean-Michel Blanquer, si vous avez confiance en lui. Lui, il dit lire, écrire, compter, respecter l'autre. Il dit que c'est le chevènement le disait. Voilà. Je ne peux pas être contre des principes. Est-ce que vous êtes... C'est pas une question, vous avez confiance en lui, Anaïs. Évidemment qu'il est d'accord avec ça. Est-ce que vous avez confiance en lui? Moi, j'ai confiance en lui dans la mesure où ça ne restera pas de l'ordre de la communication. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de redonner à l'école son sens. Et pour moi, la principale mission de l'école, c'est la mission culturelle. Derrière la mission morale, la mission utilitaire éventuellement, mais la première et principale mission aujourd'hui de l'école, c'est la mission culturelle. Il faut absolument reprendre l'enseignement des fondamentaux, permettre à tous les enfants de la République de pouvoir lire, écrire et comprendre. Oui, mais aujourd'hui, c'est un véritable désastre. On est dans une situation de quasi-illettrisme pour près d'un tiers des élèves qui entrent au collège. Donc pour moi, aujourd'hui, l'essentiel des mesures qui doivent être portées sur la maternelle et le primaire. Le collège et le lycée, pour moi, c'est secondaire. Vraiment le plus important, et c'est même la maternelle.
et je dirais même la petite enfance, mais c'est pas le sujet. Il faut vraiment mettre le paquet sur la maternelle et le primaire et travailler énormément sur la formation des enseignants. Non, mais ce qui est étonnant, c'est quand même tout le monde est pour Blanquer, en fait. Quand le ciel est bleu, on constate. Non, mais ce que j'ai voulu dire, c'est parce que les gens comme Calfon ont été vaincus et n'assument pas leur débat et leur position depuis 40 ans. Mais oui, c'est ça la vérité, Calfon. C'est que vous avez porté politiquement, je dis pas vous comprenez ce que je veux dire, vous incarnez une politique. Et là, comme effectivement il a mené au désastre, comme c'est juin 40, vous dites ah ben non, effectivement il fallait mettre des chars. Mais moi j'ai toujours dit, attendez, je comprends, mais j'ai toujours dit que le pédagogisme était finalement quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. On vous a pas entendu à l'époque. C'est la fête de Michel. Vous l'avez pas dit à Najat, parce qu'elle a rien compris au jeu. Mais ça n'a pas de sens. Mais arrêtez de fixer sur Najat, la pauvre. Vous voyez une forme de fixation. Il y a eu plusieurs ministres, il y avait Vincent Payon. Et vous fixez pour des raisons que je ne comprends pas sur Najat Vallaud-Belkacem. C'est la pire, on les comprend très bien. C'est la pire. C'est Nolo qui le dit. Il ne faudrait pas oublier non plus le désastre. C'est la pire. Il ne faudrait pas oublier non plus le désastre. À l'époque, c'était François Fillon qui nous a imposé ce désastre, qui était le socle commun de compétences. Parce que ça aussi. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé. On l'abordera pas. Non, mais elle montre très bien comment l'Europe a pourri complètement l'éducation nationale. Je rigole pas. Je suis d'accord, mais je reconnais vos. Non, à l'école des compétences, oui, à l'école de la culture. Bref, ça n'a aucun sens pour ou contre Blanquer. On en reparle dans 5 ans, puis voilà. Pour une fois. Non, mais en général, les ministres de l'éducation nationale, ça tire les foudres assez rapidement. Lui, c'est pas le cas. Le côté, la blouse grise, la Marseillaise, c'est bien, mais on n'en est plus là, mais c'est bien, moi je suis pas contre. Le vrai sujet, c'est celui qui a été indiqué, là vous êtes plutôt d'accord avec ce que dit Blanquer, c'est de reprendre les fondamentaux à la base, c'est-à-dire au CP, sur l'apprentissage de la lecture. Il ne s'est pas attaqué aux maths, mais évidemment que c'est catastrophique en maths, et pour des raisons culturelles. La France est une grande nation mathématique et utilitaire, puisqu'on a besoin beaucoup plus, messieurs et mesdames les journalistes, de codeurs et de mathématiciens que de journalistes. Et la France est aussi une nation littéraire, donc il faut absolument donner à nos élèves le goût de la littérature et l'amour de la littérature. Mais ça, on est d'accord. Et vive la littérature. Allez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci madame. Merci monsieur. Je rappelle madame le titre de votre ouvrage Génération, j'ai le droit, la faillite de notre éducation. Vous allez le lire et vous allez proposer un nouveau titre. Voilà. Même le droit et aux éditions Albin Michel. Allez, c'est maintenant l'heure de la récré avec Sandrine Saroche. Toujours chaud les débats sur l'éducation. Mais on va vous faire le coup de la pub. Vous connaissez le principe, vous parlerez après la pub et après on parlera aussi de Daesh, du procès Cahuzac et des artistes qui s'engagent. Mais pour l'instant, c'est la pub. On retourne sur le plateau de Zemmour. Je rappelle, messieurs, que vos amis et tous vos ennemis peuvent réagir avec le mot dièse ZEN. Moi, j'ai pas d'ennemis, c'est connu. Allez, Sandrine, non, vous non. Ah, vous non, ça c'est vrai que non. Vous voyez c'est à vous. Merci Anaïs. Alors moi, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les amoureux parce que c'est la Saint-Valentin. Du nom de ce moine italien du 5e siècle qui prenait le mariage, pas pour tous, et qui est mort en martyr, incompris dans d'atroces souffrances, décapité, émasculé, en criant « J'aime ma femme », alors qu'elle lui avait préparé un dîner aux chandelles ou au bourgie. Je ne sais plus, les récits divergent. Alors, pour ceux qui ont totalement zappé la Saint-Valentin pour pouvoir nous regarder en direct chez Zemmour et Nolo, sachez, messieurs, que vous avez dès demain la possibilité de vous rattraper en offrant à votre dulciné l'album d'Orelsan, ce poète du 21e siècle à qui l'Académie des Victoires de la musique vient de décerner 3 récompenses. Alors le principe du jeu reste le même, devenir le plus riche possible en achetant des propriétés, mais on peut tricher en sautant une case ou en volant des billets à la banque. C'est cool. Il n'y a pas la case prison. Attendez. Alors tout de suite, Patrick Balkany a invité quelques amis pour jouer, Claude Guéant, Thomas Thévenoud, Jérôme Cahuzac. Il y avait une ambiance. À un moment donné, Balkany tombe sur la case Riyad à Marrakech. Thévenoud tire la carte, erreur des impôts en votre faveur. La partie était serrée, ils étaient au coude à coude. Mais là, attention, Guéant a
à rappeler la règle du jeu. Attention les amis, si un joueur est pris la main dans le sac, il va directement en prison sans toucher 2 millions. Oh, la tête de Cahuzac. Mais non Jérôme, c'est une blague. Oh là là, il y avait un suspense. Mais patatras, Isabelle Balkany est entrée dans la pièce et comment elle a pété l'ambiance. Les garçons, regardez, maman vous a apporté des oranges. Bah quoi, vous n'avez pas les oranges? Mais s'il y a bien un domaine, vous le savez, où on ne triche pas, c'est en amour. L'amour, c'est plus fort que tout. L'amour, c'est plus fort que la mort. Et le plus beau cadeau pour cette Valentin, c'est celui qu'a fait Johnny à Laetitia. Un testament. Qui a un poil agacé David et Laura, je vous le cache pas. Oh, Laura, dans mon testament, y a rien pour toi. Je donne tout à Laetitia. Oui, Laura, tu l'auras pas. Ah, c'est vrai que c'est pas Jojo, hein, tout ça. Bon. Allez. Sinon, pour la Saint-Valentin, vous pouvez rester classique et offrir un bouquet de fleurs, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme Jeff Koons, ce grand artiste plasticien américain qui veut refiler à Anne Hidalgo un bouquet de tulipes de 12 mètres de haut, qui pèse 33 tonnes. Hein, c'est plus un bouquet, c'est un semi-remorque. Mais Anne Hidalgo, elle adore et elle kiffe Jeff Adamf. Ah, merci Jeff. C'est trop gentil. Je sais pas ce qu'on va en foutre, mais c'est tellement beau. Cette main sur ces tulipes, Estemano en la tulipa. Enfin, je veux dire, c'est fort, quoi. C'est tellement rassembleur. C'est tellement vous contre moi. Tellement je vous emmerde tous. Ah, fallait oser, hein. Comme dirait Audiard, le Koons, il est comme moi. Il ose tout. C'est même à ça qu'on le connaît. Alors, de la Saint-Valentin à la Singapour, il n'y a qu'un pas. Ah, justement, hein, la méthode Singapour, c'est celle que préconise Cédric Villani dans son rapport de 21 mesures pour faire aimer les maths aux petits Français. Tu sais, maman, on a un nouveau prof de maths. Déjà, il s'habille comme dans la famille Adams, avec des araignées partout. Il est trop chelou. Il nous a dit, les maths, c'est facile. Il suffit d'observer une situation de la vie quotidienne et de la transposer en termes abstraits. Moi et Chloé, on n'a rien compris. Alors, il nous a demandé de compter ses cheveux pendant la récré. À 5 heures, on n'avait même pas fini un côté. Ah, mais moi, je me suis pas démontée, hein. J'ai dit, hé mec, la prochaine fois, tu nous envoies plutôt ton copain Blanquer. Ça ira plus vite. Voilà, c'est fini, c'était la super semaine de Allez, Sandrine, merci pour cette spéciale Saint-Valentin à nos Zemmour, hein, pourrait-on dire. Merci Barbara Lefebvre d'être passée sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Génération, j'ai le droit à la faillite de notre éducation. Est-ce que vous pourriez le montrer, puisque je ne l'ai plus? J'ai le devoir de le lire. Et vous avez le devoir de lire et de trouver, donc de proposer à Barbara Lefebvre un autre titre. François Calfon, merci beaucoup d'être passé aussi sur ce plateau. On passe maintenant à notre prochain débat. Contre Daesh, on vient de gagner la guerre en Irak et d'ici mi ou fin février, on aura gagné la guerre en Syrie, annonçait le président Macron en décembre. Alors qu'en est-il? La défaite de Daesh est-elle assurée? On en parle dans un instant avec Georges Malbruno et Gérard Longuet, mais avant, regardez ces quelques réactions politiques. Nous avons connu au Levant les premiers succès militaires contre Daesh qui ont conduit en décembre dernier le Premier ministre d'Irak à annoncer la victoire et qui, je l'espère, d'ici à quelques semaines, nous permettra de gagner militairement en Syrie contre Daesh. La France a un objectif et un seul, qui est de lutter contre Daesh et de terminer ce combat contre Daesh. Donc que tout ce qui vient perturber de cet objectif est à bannir, est à proscrire. Voici Gérard Longuet et Georges Malbruno. Bonsoir monsieur, venez par ici. Bonsoir. Venez vous asseoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va Bonsoir. Alors du
coup, faut venir me serrer la main, monsieur Longuet. Hein. Ah oui. Bonsoir. C'est un plaisir. Bonsoir. Bonsoir Georges Malbruno. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Gérard Longuet. Vous êtes sénateur LR de la Meuse et ancien ministre de la Défense. Alors, Georges Malbruno, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est ? On en est que Daesh, effectivement, territorialement, a perdu son califat sur la zone irako-syrienne. Il ne contrôle plus que quelques poches, à la fois en Irak et en Syrie. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'Emmanuel Macron et les autres ont raison de dire qu'on a gagné. Simplement, la guerre contre le terrorisme, on ne la gagne pas. On ne gagne pas une guerre contre une idéologie. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un chantier qui concerne l'après-guerre territoriale, la gestion des zones qui ont été libérées sur Daesh, et puis le retour, on y viendra probablement, des djihadistes français. Donc voilà, Daesh, la menace territoriale que Daesh faisait peser sur à la fois l'État irakien, 2014, vous vous souvenez, les djihadistes qui fonçaient à la fois sur Bagdad, sur Erbil, en Syrie également, bien cette menace aujourd'hui n'existe plus. Simplement, la menace, les militants de Daesh n'ont pas tous été tués. Il y en a environ 2000 qui ont été effectivement européens qui ont été tués. Il y en a encore 1 millier qui sont dans la nature. Et il y a beaucoup d'Irakiens qui adhèrent encore à l'idéologie Daesh. Et donc, qu'a fait Daesh ces derniers mois? Eh bien, c'est anticiper ces défaites à Mossoul, à Raqqa, pour se relocaliser dans la clandestinité, le long de l'Euphrate, et attendre que l'orage se passe, attendre que probablement la coalition internationale soit dans l'incapacité de reconstruire ces villes. Il y a actuellement à Koweït une grande conférence internationale où le ministre irakien dit « j'ai besoin de 88 milliards de dollars ». Quand on connaît l'état de l'Irak, la corruption, eh bien il y a peu de pays ou peu d'industriels au monde qui ont envie d'investir quand on sait que les fonds en général sont largement détournés. Donc il y a un défi colossal. Et donc si vous voulez, aujourd'hui, les anciens cadres de Daesh ou les cadres de Daesh qui ont réussi à sauver leur peau, y compris d'ailleurs leur chef, Abou Bakr al-Baghdadi, eh bien, ils sont planqués auprès parfois de certaines tribus sunnites qui pensent qu'elles ont intérêt encore à les abriter, en attendant, eh bien, que l'orage se passe, ou ils peuvent trouver un nouveau territoire pour bâtir en dur, comme Raqqa. Non, un nouveau territoire, non, parce que justement, leur sanctuaire irako-syrien maintenant n'existe plus. Alors simplement, il y a des poches, vous savez, le désert irakien. Dans d'autres pays, éventuellement. Alors la relocalisation, c'est un peu difficile. En Afrique, effectivement, en Libye, peut-être, dans le Sinaï, où c'est une zone de non-droit, et très étendue, où l'armée égyptienne a beaucoup de mal à assurer la sécurité. Mais jusqu'à maintenant, si vous voulez, il n'y a pas eu de migration extrêmement importante de combattants de Daesh vers le Sinaï, vers le Yémen. Il y en a eu quelques-uns qui sont allés vers l'Afghanistan. Mais il n'y a pas, on pense, les services de sécurité occidentaux pensent que la plupart des non-locaux, c'est-à-dire des étrangers, ils vont rester là-bas, essayer de sauver leur peau. Certains vont essayer de revenir. Certains vont déjà en Syrie, parce qu'effectivement, Daesh en Syrie a été pratiquement vaincu. Mais il y a ce que j'appelle un peu du soft Daesh, maintenant dans la région d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie. C'est un djihadisme, alors entre guillemets, syrien. C'est l'ancienne branche d'Al-Qaïda, donc ce sont quand même pas des sociodémocrates. Et donc, il y a un certain nombre d'étrangers qui ont profité de la défaite de Raqqa, avec aussi, il faut le dire, l'assentiment des Américains qui les ont laissés partir, et bien qui se sont réfugiés dans cette province d'Idleb. Donc vous voyez que le défi est encore colossal, et donc la victoire, l'a célébrée, c'est une bonne guerre de la part d'Emmanuel Macron. Il est sur la Constitution chef de nos armées, donc on a participé un peu en Syrie, marginalement. Bon voilà, mais après il y a un très gros chantier qui reste aujourd'hui à réaliser. Oui, Gérard Longuet. Oui, 3 observations. Je souscris à ce que dit Georges Malbruno. 3 observations. La première, c'est la démonstration que la territorialisation de l'idéologie islamiste est simplement une faiblesse. Et j'ai presque envie de dire, plus territorialise, plus on a la capacité à les détruire. Article 1. Article 2, les problèmes locaux de l'Irak et de la Syrie.
Ben Laden avait raison. C'est leur grand débat. Ben Laden avait raison. Deuxièmement, les problèmes locaux de la Syrie et de l'Irak ne sont absolument pas réglés. L'Irak est trinitaire, sunnite, chiite, kurde, et manifestement, la partie kurde est relativement raisonnable, et je connais des industriels qui investissent et qui équipent le Kurdistan, qui n'existe pas en tant que tel, mais qui existe comme organisation. Le problème syrien est entièrement posé parce que c'est un équilibre instable et les Turcs y concourent naturellement parce que... Et puis vous avez le problème majeur. Alors, le président Macron a utilisé le Levant. On en parlait à l'instant, ça fait un petit peu rétro. Ça fait les mandats de la SDN sur l'Irak et sur la Syrie et le Liban d'ailleurs, à cette époque. Mais disons que le Proche-Orient, en effet, est quand même en tension absolue. L'arc chiite existe. La proximité pour Israël d'un adversaire équipé est déterminé, on ne sait pas, parce que finalement, les Iraniens sont verbalement anti-israéliens, ils ne l'ont jamais été pratiquement. Les Perses n'ont jamais été. Les Perses n'en ont jamais été. Donc il y a en tous les cas une instabilité des grands acteurs de la région, l'Arabie Saoudite qui est dans une interrogation totale, et enlisée dans cette affaire yéménite. Nous avons la Turquie qui manifestement est surtout préoccupée de ne pas avoir d'État kurde, et des Iraniens qui sont au fond je ne dis pas qu'ils sont embarrassés par leur victoire, mais que vont-ils en faire? Et nous, Français, je crois que notre intérêt, c'est d'être modeste et prudent. Il y a quelque chose qui me frappe dans cette histoire, c'est d'abord, ils ont perdu, mais effectivement, Gérard Longuet a raison, en fait, leur territoire s'est retourné contre eux, c'est-à-dire leur avantage s'est retourné contre eux. Et donc, je suis pas d'accord avec Malbruno, c'est juste sur un point. On peut casser une idéologie par un combat d'idées. Oui, mais c'est long. C'est long. Le stalinisme a quand même disparu pour l'essentiel, et le nazisme totalement, mais et on s'en réjouit. Ça va nous lancer sur une discussion trop importante, et nous ne sommes pas d'accord en plus avec Malbruno, c'est que moi je pense que ça a les deux pieds dans l'islam, donc vous les éradiquerez pas. Mais c'est une discussion que je ferme immédiatement, puisque je ne voulais pas l'aborder. Non, ce que je voudrais dire, c'est deux choses. D'une part, ça serait quand même malheureux que Daesh n'ait pas perdu. Oui, ce serait malheureux. On est d'accord. Ils se sont pris quand même les deux plus grosses armées du monde. Il s'en est pas fallu de beaucoup. Les Russes ne seraient pas intervenus. Je ne sais pas quel est votre avis. Alors, c'est ce que les Russes ne seraient pas intervenus. Daesh pourrait être à Damas. C'est ce que j'allais dire. Et la situation serait absolument d'accord. Mais j'allais le dire parce que je pense effectivement que le grand vainqueur dans cette histoire, c'est Poutine, et c'est bien mérité. Donc, vous m'avez précédé. Disons que sans lui, la situation serait radicalement différente. Évidemment. Que va-t-il faire de ce succès? C'est une autre histoire. Donc, moi, j'aimerais bien, mais on n'y arrivera pas ce soir et pas avant longtemps, je pense, de savoir qui a téléguidé Daesh. Qui a téléguidé Daesh? Le Qatar a payé. Oui, non, mais parce que c'est évidemment. Les monarchies sunnites, mais le Qatar est l'allié de l'Iran. Donc ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais accordez-moi que tout ça est compliqué. Le Qatar ne peut pas vivre sans l'Iran, mais ce n'est pas pour autant son allié. Mais qui a téléguidé Daesh? C'est la politique sectaire du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki entre 2010 et 2014. Ou l'intervention américaine avant de Bush, alors. Le péché originel. On est tous d'accord. Le péché originel, il est de méconnaître la complexité irakienne. Un horrible dictateur, mais Al-Qaïda n'existait pas avant 2003. Bon, cela étant, donc qui a téléguidé Daesh? Donc il y a effectivement cette politique sectaire de Nouri al-Maliki de 2010. Les chiites contre les sunnites. Oui, exact. Donc si vous voulez, et si aujourd'hui son successeur, qui est moins sectaire, Haïdar al-Abadi, eh bien, si il ne réintègre pas les sunnites, la minorité sunnite, dans le giron du pouvoir, eh bien, les gens de Daesh qui sont planqués aujourd'hui sous leur tente avec des tribus dans la vallée de l'Euphrate, ils vont dire aux sunnites, regardez, vos maisons ont disparu, le gouvernement ne fait rien pour vous. Au moins, lorsqu'on était souverain, nous, on faisait quelque chose. Donc, dans 6 mois, vous aurez un Daesh bis. Donc Daesh a été le bras armé du sunnisme. Non, Daesh n'a pas été le bras armé du sunnite. Excusez-moi, c'est ce que vous venez de dire. C'est marrant comme vous n'arrivez pas à assumer ce que vous dites. Si, mais il faut être un peu plus, peut-être subtil. Voilà. Vous savez, j'ai l'habitude. Le docteur à force d'être trop subtil, on noie tous les poissons. Je connais le truc. Là où tu as raison, Eric, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes ou d'organisations ou d'entités qui finalement ont prospéré grâce à Daesh.
Daesh. D'accord. Y compris d'ailleurs nos amis kurdes, parce que s'il n'y avait pas eu Daesh, on ne les aurait pas aidés militairement. L'Iran sans Daesh, tout ça, je suis effectivement. Voilà. Donc, mais on peut pas dire que les Kurdes ont fabriqué Daesh, que la CIA. Non, j'ai pas dit ça. Il ne faut pas tomber dans la théorie du complot, mais on est dans cette guerre chiite-sunnite, et tant que justement, les chiites, l'Iran derrière, qui effectivement domine un petit peu cette scène moyen-orientale, ne lâchera pas un peu de pouvoir, Daesh, là je suis d'accord avec toi, c'est un peu la réponse entre guillemets terroriste du sunnisme face aux chiites. On disait pas là. Est-ce que la chance de Daesh, paradoxalement, c'est que son éradication n'est plus qu'un dossier parmi d'autres, parce qu'on voit que toutes les puissances régionales et mondiales s'affrontent en Syrie et oublient un peu Daesh. Il y a d'autres dossiers prioritaires. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, parce que l'islamisme est une réalité au-delà de Daesh. C'est une réalité que l'on connaît en Afrique subsahélienne, et nous Français, nous sommes bien placés pour nous le mesurer, et d'ailleurs nos amis africains nous alertent et nous demandent d'intervenir. C'est un risque que nous connaissons dans notre pays. Je vous rappelle que nous avons été victimes d'attentats en France, et ce sont pas je parlais de la Syrie plus particulièrement. Oui, je suis d'accord, mais l'islamisme est une réalité. Et la violence islamiste est une réalité. Il se trouve qu'elle s'est efforcée de territorialiser son action. Je pense que c'était profondément un défi hors de portée. Et ça nous a facilité la vie d'une certaine façon, parce qu'il suffisait de taper dessus, il s'installait là, on tape dessus, c'est clair. Quand vous êtes comme un poisson dans l'eau, noyé dans la population, ça devient beaucoup plus difficile. Or, les idées islamistes, elles sont, dans certains milieux, comme un poisson dans l'eau. Et puis, surtout, si je peux ajouter, entre guillemets, la victoire de Daesh, c'est que, si vous voulez, du temps de l'Afghanistan, on avait une quarantaine de Français qui sont allés faire le djihad. Aujourd'hui, on a un phénomène de masse. Il y en avait des centaines qui sont allés, 800. On sait qu'il y en a 3000 qui sont sympathisants et 15 000 qui sont prêts, etc. Donc c'est ça. Le problème, c'est que ces gens-là qui sont là-bas, les Français qui sont restés là-bas, qui se planquent aujourd'hui, que les Kurdes attrapent à droite, à gauche, au nord-est de la Syrie, la grande crainte de nos services de sécurité, c'est qu'ils jouent un peu le rôle de tuteur vis-à-vis de gens ici qui ne font pas le djihad, parce que le djihad maintenant c'est fini, il n'y a plus de territoire pour les accueillir, mais qui jouent le rôle un peu de, c'est ce que disait le patron de la DGSI, de tuteur pour les actionner, pour via télégramme, comme on a connu l'an dernier avec Rachid Kassim, etc. Jean Malmono, si la métropole territoriale n'existe plus, ce sera plus difficile pour eux de mobiliser. Mais c'est possible. Je ne suis pas d'accord. C'est plus difficile. Non, attendez. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jean-François Guéraud, qui s'appelle Les Hybrides, qui est un des grands spécialistes français de l'antiterrorisme. D'ailleurs, je ne sais plus quel poste il a, très élevé dans la hiérarchie aujourd'hui. Ce livre est très intéressant, parce qu'il montre justement que le réservoir est en vérité sans fin, puisque le réservoir, c'est nos truands ici, c'est nos voyous ici, c'est nos racailles d'ici, et qu'on passe très facilement de ce qu'on appelle délinquants ici à djihadistes. Donc, si vous voulez, le réservoir, il est infini. Une porosité totale. Il est infini. Et eux, mais non, mais ça n'invalide pas. C'est l'affaiblissement territorial. Non, mais c'est pour ça que la guerre idéologique, on parlait de guerre idéologique, elle est amenée aussi chez nous aujourd'hui. Et qu'eux-mêmes sont comme des poissons dans l'eau, dans nos banlieues. Mais la bataille, c'est une bataille d'idées. Si vous voulez, au début était le verbe. Je suis désolé, c'est le verbe qui commande. On est d'accord. Alors, autre question d'actualité. Sur la Syrie, le président Macron a dit hier soir que pour le cas où il y aurait des attaques chimiques avérées, il déclencherait, il irait bombarder les zones tout seul. Il n'y a rien de nouveau, c'est la position française. Et or, il se trouve qu'aujourd'hui... Mais seul ? Non, oui, seul probablement, parce qu'il suffit d'aller taper un camp qu'on connaît au nord de Damas, etc. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de preuves, nos services n'ont pas de preuves, donc on est dans la réaffirmation d'une menace qui, pour l'instant, reste une menace, c'est d'une complexité. Pour avoir regardé un petit peu dans le détail les offensives chimiques, la paternité des offensives chimiques est parfois difficile à établir. Vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Donc là, Emmanuel Macron est dans une espèce de réaffirmation de ses positions.
position, dire voilà, pour nous c'est une ligne rouge. Les lignes rouges, c'est toujours très difficile de les établir parce que si jamais Barack Obama, en son temps, l'avait... Réaffirmation des positions, je vous trouve généreux. Il y a un zigzag quand même. Enfin, ça varie quand même pas mal. Vous voulez dire Macron? Oui, d'une période à l'autre. Ah, quand même, il y a une petite différence. Regardez Madame Parly, on la voyait s'exprimer. Elle nous dit le seul problème c'est Daesh. Si c'est le seul problème, ça veut dire que Damas n'est plus. Voilà. Il n'y en a pas d'autre, vraiment. C'est-à-dire Emmanuel Macron vous l'avez raison, Emmanuel Macron est prisonnier des positions prises par ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, il ne peut pas faire moins. Il ne peut pas faire moins, mais il est décidé de l'opinion de la presse qui a fait effectivement de Bachar el-Assad le pire des ce qui est peut-être vrai, etc. C'est pas un enfant de cœur, ça très clairement. Oui, c'est bien que vous le rappeliez. Parce que quand je dis ça, je me fais traiter de droit de l'homisme. Attendez, il y a ça dans même ces contentieux. Le Drakkar, ça a existé. Notre ambassadeur, ça a existé aussi. Bien sûr. Non, mais tout ça, je suis d'accord, Gérard Longuet. Mais accordez-moi que la moitié de la planète est dirigée par des enfants de cœur, par des non-enfants de cœur. Oui, mais enfin, ceux qui assassinent les soldats français et les ambassadeurs sont quand même minoritaires et ont droit à notre mépris. Je suis d'accord, mais c'était pas la peine de faire le numéro qu'a fait Fabius en disant il n'a pas le droit de vivre, etc. Surtout pour ne rien faire finalement. Voilà. Et alors qu'il a favorisé pire que Assad, c'est-à-dire Daesh. Accordez-moi que c'est stratégiquement un peu limite. Avec Macron, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est revenu sur une forme de pragmatisme, dire on souhaite que Bachar el-Assad ne soit plus au pouvoir, mais tous les matins, on ne va pas scander comme le faisait Laurent Fabius, Bachar, ou le service. Voilà. Et puis de toute façon, l'heure de la succession. Tout ça est réglé puisqu'on va vers une guerre Israël-Iran avec les Russes au milieu. C'est ça les vrais sujets aujourd'hui. Ah, vous croyez pas? Non, pas de guerre, paix impossible et paix improbable, comme ça c'est sûr. Voilà. Mais on ne va pas, parce que personne n'a intérêt à la guerre, ni le Hezbollah, ni Israël, ni l'Iran. Vous savez, chaque fois, on a beaucoup parlé du Hezbollah. Saad Hariri, qui est le Premier ministre du Liban, a dit une chose assez vraie il n'y a pas longtemps. Il a dit, bien sûr, il n'aime pas le Hezbollah, mais il dit, chaque fois qu'Israël a mené la guerre contre le Hezbollah, quel a été le résultat? C'est un renforcement du Hezbollah. Donc voilà, je crois que la guerre n'est pas une option, parce que justement, eh bien, ça renforce encore ce mouvement. Je crois que les Israéliens sont pas forcément d'accord avec vous. C'est fini, Eric, c'est sur cette phrase que nous allons conclure ce débat. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On passe maintenant à la polémique de la semaine. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, est donc de retour devant la justice pour fraude fiscale et blanchiment. L'affaire a déjà poussé le fisc à renforcer sa stratégie de lutte contre les fraudeurs et le politique à élaborer des lois sur la transparence. Avant de recevoir Gérard Davet et Jean-Luc Barré, pour en parler, souvenez-vous. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Il faut que cette épreuve permette de faire avancer encore plus vite et plus loin vers la République exemplaire que nous appelons de nos voeux. Le président de la République m'a demandé de préparer des mesures fortes, claires, un peu de tenue, courageuses, ambitieuses. Serez-vous au rendez-vous de la transparence? Et voici Gérard Davet et Jean-Luc Barré. Bonsoir, monsieur. Venez vous asseoir. Ah, vous avez un petit truc entraînant. Le truc, c'est chic. Bon, voilà. C'est chic. Bonsoir, Jean-Luc Barré. Vous êtes écrivain, vous êtes historien et éditeur français. Vous êtes natif de Villeneuve-sur-Lot. C'est en France. Oui, la patrie de Jérôme Cahuzac. Ah non, c'est pas sa patrie. Non, enfin, il en est. Sa patrie d'élection. Oui, sa patrie d'élection. Au deux sens du terme. Exactement. Non, il n'est pas né là-bas. Vous avez écrit Dissimulation chez Fayard, qui recueillait les confidences de Jérôme Cahuzac. Oui. Pas seulement. Sa version, oui. Et vous avez été appelé à la barrière au procès de l'ancien ministre. Bonsoir, Gérard Davet. Vous êtes journaliste d'investigation au Monde et vous connaissez bien l'affaire. Alors, avant d'en venir au fond du débat, une question un peu personnelle pour vous, Jean-Luc Barré. Vous connaissez bien Jérôme Cahuzac. Dans quel état d'esprit il aborde le procès? Il a dit qu'il avait peur d'aller en prison. Oui, ça étonne d'ailleurs
curieusement, les observateurs qu'on disent qu'on a peur d'aller en prison, mais je ne connais personne qui a envie d'aller en prison. Donc voilà. Et qui plus est, c'est un homme qui a le sentiment, enfin, en tout cas, c'est une réalité que j'ai pu vérifier. Depuis 5 ans, sa vie est en enfer. Évidemment, il a fauté, il a menti. On peut estimer ça parfaitement normal, mais c'est un homme aujourd'hui qui a payé, je dirais, beaucoup de dettes. La dette fiscale, c'était la moindre des choses. La dette sociale, c'est un paria. Il suffit de se promener dans la rue avec lui pour voir quel est le regard des gens sur lui, et tout cela peut aller même jusqu'à des agressions. La dette politique, évidemment, sa carrière est terminée. Sa famille est brisée. Enfin, bon, alors on peut continuer. Je veux dire, le processus de destruction peut continuer. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est un homme détruit aujourd'hui. Ça, c'est clair. C'est un homme détruit. Il suffit de le regarder. Je le voyais hier. Il est triste. Enfin, c'est pas simulé tout ça. Évidemment, il sait très bien qu'il est menacé du pire, et puis que de toute façon, il faut reconstruire une vie après, et il ne sait pas quelle vie. Et vous trouvez que c'est excessif par rapport Oui, je pense que c'est excessif. Oui, je pense que la faute est réelle, et évidemment incontestable. Il a fraudé, il a menti. Bon, je pense qu'il est le premier homme politique à avoir menti. D'ailleurs, aucun n'avait menti avant, mais en tout cas, il l'a fait de manière. Non, mais il l'a fait de manière spectaculaire. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Avec talent. Curieusement, moi, je pense que c'est un homme. Je vais peut-être vous surprendre, qui n'est pas un vrai menteur au sens où on est menteur en politique. C'est-à-dire, les vrais menteurs en politique, vous ne les voyez jamais mentir. Ils vous mentent, vous ne savez pas qu'ils vous ont menti. Lui, il y va de manière brutale. Ça lui ressemble beaucoup, quoi. C'est presque un menteur rationnel, mais qui est piégé par son mensonge. Comme avocat, parce que c'est des arguments extrêmement surprenants et ça peut convaincre. Non, mais vous savez qu'un de vos confrères qui s'appelle Gérard Miller a fait un film qui s'appelle L'homme qui ne savait pas mentir, à propos de Cahuzac. Donc il a, en effet, le psychanalyste a bien senti la faille qui était cet homme qui était enfermé au fond. Alors il a menti pour des raisons multiples, sur lesquelles on pourrait revenir. Voilà, donc la faute est énorme, évidemment. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que cet homme paie. Je dis simplement que il a le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait d'ailleurs ne jamais se terminer. Il ne faut pas qu'il aille en prison. Pas moi juger de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas moi juger de ça. Vous avez quoi là-bas? Pardon, juste. Non, moi je suis revenu. Non, moi j'ai été interrogé sur un élément du livre qui est l'affaire du compte suisse. Dont il dit qu'il a été... voilà, moi j'ai été le premier à le dire d'ailleurs, j'ai été le premier à le dire dans ce livre. Financer l'activité politique de Michel Rocard. Comme nous sommes en pleine hypocrisie sur cette affaire, on a accusé Jérôme Cahuzac de l'avoir dit après la mort de Michel Rocard, comme si d'ailleurs après la mort de quelqu'un on ne pouvait plus rien dire. Mais il se trouve que moi je l'ai dit avant la mort de Michel Rocard. Et je l'ai dit en janvier 2016, à partir d'un certain nombre d'éléments que j'avais, qui n'étaient bien sûr pas des preuves définitives, mais des indices assez probants. Et curieusement, les Rocardiens se sont tués et Michel Rocard n'a pas réagi du tout. Donc voilà. Vous croyez à ça, Gérard Davet? Je ne sais strictement rien. Ouais. Je n'ai pas été fouillé dans les méandres de la vie passée de Cahuzac, donc je n'en sais strictement rien. Vraiment pas. D'accord. Mais moi, si je puis me permettre, un témoignage alors de journaliste politique un peu maintenant blanchi sous le harnais, malheureusement. On m'a toujours parlé de ce compte-là. Ça fait des années qu'on m'en parle. Ça fait des années qu'on me dit qu'il y a un compte pour la campagne présidentielle de Rocard. Comment? Des comptes cachés de la Rocardie, quoi. Ouais. Je vous assure. Là, on est dans la rumeur, Eric. Non, pas dans la rumeur. Ah non. Quand il y a des types qui viennent vous disent, quand c'est des Rocardiens qui viennent vous en parler, c'est pas une rumeur. Quand ils vous dites que c'est pour la présidentielle de... Ah, ça change beaucoup de choses. Mais pas toute l'affaire. Non, pas toute l'affaire. Non, mais voyez ce que je veux dire. Le compte est vraiment politique. Je rappelle que la somme de 93 de 600 000 euros, il ne s'en sert à aucun moment. Il se sert de l'argent qu'il va rajouter 10 ans plus tard, qui est de l'argent qui vient, l'argent bien sûr frauduleux, qui vient de ses travaux de chirurgie capillaire. Et il se sert de cet argent alors qu'il ne se sert à aucun moment du premier compte, qui sera exactement d'ailleurs la somme qu'on trouvera à l'arrivée. Alors le malheur finalement, c'est que d'abord il n'est pas clôturé ce compte, bien sûr, et ensuite, bon, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, c'est-à-dire le fait qu'il amasse de l'argent, ou il aurait amassé de l'argent, il était en relation directe avec les laboratoires pharmaceutiques. Je relate dans mon livre notamment une visite organisée pour Michel Rocard, avec Michel Rocard, par Jérôme Cahuzac en 92, à Castres, dans le Tarn, qui était le siège du magnat de l'industrie pharmaceutique, Pierre Fabre. Bah, c'est pas un voyage d'agrément, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un voyage qui se faisait dans le cadre de la préparation d'une campagne présidentielle pour laquelle Michel Rocard, qui n'avait pas accès au financement mitterrandien du Parti socialiste... Et donc des partis. Voilà, et des partis, donc, a eu besoin d'argent. Mais il s'est passé la même chose avec Pasqua, vous vous souvenez, après les européennes de 99. Ouais, mais sauf que Pasqua, ça a été avéré et bien sûr, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors que là, on parle de 2 personnes qui sont décédées. Non, mais bien sûr. Mais je vous dis tout ça, c'est parce que les européennes, il faut se remettre dans le contexte. Les européennes de 94 ont tué
l'espoir présidentiel de Rocard. Et donc il n'est pas allé à la présidentielle de 95 comme c'était prévu. Jean Davet, est-ce que remettre la chronologie. Est-ce que ces affaires ont changé les pratiques de nos politiques avec le PNF, avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Moi, je pense qu'il y a un processus qui a été mis en place, sous François Hollande. C'est-à-dire que, posons un peu de chronologie aussi, sous Nicolas Sarkozy, il y a eu un contournement assez régulier de la loi et de la morale. Les nombreuses affaires aujourd'hui, il y a près de 30 amis de Nicolas Sarkozy qui sont mis en examen ou poursuivis, ou même condamnés. Donc, c'est documenté, ça. Et François Hollande, quand il a été élu, c'est un homme honnête. Là aussi, pour l'instant, les faits le démontrent. Il n'y a pas d'affaires contre lui. Et il semble qu'il ait voulu, enfin c'est ce qu'il nous disait à nous en tout cas, Fabrice Lhomme et moi-même, il ait voulu s'inscrire vraiment à l'opposé de Nicolas Sarkozy, y compris dans sa façon d'être. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses à François Hollande sur plein d'aspects, mais il y a un aspect... Il y a un aspect sur lequel on ne va pas lui retirer ça, c'est que cet homme-là il s'est séparé de tous ceux qui ont fauté sous son quinquennat. Il y en a eu beaucoup, hein, mais... Il a été trahi de nombreuses fois. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, pour l'avoir beaucoup fréquenté François Hollande, que c'est quelqu'un qui fait confiance, qui délègue et qui ne voit pas le mal chez les autres. Voilà. Et chez Cahuzac, il n'a pas vu le mal. Concrètement, il a vu un président de la Commission des Finances qui était très efficace à l'Assemblée nationale. Il a vu quelqu'un qui parlait bien, qui parlait beau, qui était un pourfendeur de la fraude fiscale. Il n'a pas vu le fraudeur fiscal. Il était au courant du contre Rocard, pardonnez-moi. C'est possible, je ne sais pas. Je ne vais pas poser cette question-là. Ce qui est extraordinaire dans le cas de François Hollande, c'est qu'on a l'impression qu'il n'est au courant jamais de rien. C'est-à-dire, il a quand même. Mais c'est un art. Oui, il a des collaborateurs. Ils ont été en cascade. Les collaborateurs ont été démissionnés en cascade. Il y en a eu. Et dans le cas, c'est un aspect aussi que j'ai développé hier à la barre. C'est le rôle, ce que savait ou non, en effet, François Hollande. Mais ça a changé ou pas? Oui, ça a changé ou pas? Pour répondre à votre question très précisément, je suis d'accord. Ce qui s'est passé avec l'affaire Cahuzac, c'était un accélérateur en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mise en place de la Haute Autorité de la vie publique, qui est quand même pas quelque chose d'important, quoi. Ils vérifient maintenant 16 000 déclarations, à peu de choses près. Ils sont pas très nombreux d'ailleurs pour le faire, donc ça, il y a un problème de moyens comme d'habitude. Ensuite, il y a eu aussi une loi qui a été votée, qui a été très très précise, qui a conduit au non-cumul des mandats, qui a conduit au non-conflit d'intérêts, qui a conduit à la séparation des emplois familiaux à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Le problème qui se pose, c'est que tout ça repose sur la bonne volonté des parlementaires, c'est-à-dire que ce sont eux qui remplissent leurs déclarations et la Haute Autorité n'a aucun pouvoir de justice ni de police, donc ça repose sur leur volonté. Et à l'Assemblée nationale, il y a une déontologue qui n'a aucun moyen d'enquête non plus et qui peut à peine vérifier les notes de frais des députés. Donc, si vous voulez, je voudrais revenir sur le dernier aspect de la plaidoirie de Maître Barret. Je vais me reconvertir. Mais oui, vous avez beaucoup de talent. Oui. François Hollande confie à Jérôme Cahuzac le ministère du budget, donc c'est pas comme s'il avait eu un ministère des personnes âgées en l'occurrence. Ensuite, il est plus spécialement chargé de faire revenir les exilés fiscaux et de les convaincre d'un peu plus de civisme. Donc, sachant cela, quand il pose la question yeux dans les yeux à Jérôme Cahuzac, est-ce que tu as un compte? Il doit se dire ou le type est fou, ou il va me dire la vérité, parce qu'il sait bien que c'est tellement incroyable que le ministre du budget ait des comptes cachés, pas seulement en Suisse, je crois qu'il y avait l'Île-de-Man où les comptes étaient assez coquets aussi. Qu'est-ce qu'il a comme autre choix que de le croire? Moi je me mets à sa place, je me dis le type ne peut pas me mentir. Il n'est pas assez dingue pour me mentir, ensuite devant l'Assemblée nationale, vu le poste qu'il occupe. Qu'est-ce qui vous prouve que François il est avocat, il n'est pas docteur. François Hollande lui a posé la question les yeux dans les yeux. Vous croyez que c'est le style de François Hollande? Je le pense. En tout cas, je le crois. Vous connaissez bien François Hollande parce que je rappelle que vous avez écrit le livre Un président ne devrait pas dire ça avec votre collègue. Ça ne suffit pas pour connaître quelqu'un, mais en vérité, on est revenu très souvent sur l'affaire Cahuzac avec François Hollande, et pas qu'avec François Hollande. Et pas qu'avec François Hollande. Bah, bien sûr. Et pas qu'avec François Hollande. C'était difficile de lui poser une question sur avant qu'elle arrive. Le voir avant. Et on lui a posé donc cette question plusieurs fois, et il nous a relaté par le menu, et c'est dans le livre, le nombre de fois où il a posé la question et le nombre de fois où Cahuzac lui a menti. C'est quand même un menteur pathologique, votre ami Cahuzac. Non, c'est pas mon ami Cahuzac. Et par ailleurs, au-delà de ça, ensuite François Hollande a fait quelque chose, c'est qu'il a demandé de manière administrative, de manière parfaitement légale, à la Suisse de lui transmettre des éléments ayant trait à ce compte en Suisse. Bon, il s'est revenu et totalement négatif. Pourquoi? Parce que le compte était plus ancien et que la question était mal posée. Donc, nanti de ça et des mensonges
Cahuzac, François Hollande, un peu naïvement, je vous l'accorde, s'est dit, je le crois. Moi, je ne crois pas à la naïveté de François Hollande. Moi non plus. Sur certains aspects, moi, j'y crois. Et je crois que ce qui fausse un peu la donne, c'est qu'à ce moment-là, moi aussi j'ai la version de Cahuzac, on me dire c'est la version de quelqu'un qui a menti. On n'en sort pas, parce qu'effectivement, si on considère définitivement... Oui, non, bien sûr, mais on peut dire ça de beaucoup de gens, vous savez que leur parole est un peu dévaluée. Ouais, mais bon, et donc, on a été condamné, c'est encore plus dur. Oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, Jérôme Cahuzac, ça c'est très objectif, est un ministre en pointe dans le gouvernement, c'est lui qui défend les lois de finances, c'est celui qui est considéré comme l'un des meilleurs ministres de ce gouvernement, bien avant l'affaire, bien sûr, et donc François Hollande a besoin de lui. Et perdre cette pièce maîtresse, c'est très embêtant pour François Hollande. Et donc l'autre version... C'est pour ça qu'il a envie de le croire. Oui, puis il a besoin de lui. C'est ce qu'il dit. Puisque, de toute façon, Cahuzac a dit, il n'a pas dit qu'à moi, il a dit à Hervé Gattegno, à d'autres journalistes qui l'ont publié, que François Hollande lui avait dit « j'ai besoin de toi ». Donc, alors après... Comment Jérôme Cahuzac peut être naïf, vous voyez, je suis moins avocat que vous le croyez, peut être naïf, ingénu, peut-être cynique, pour penser que la classe politique ne va pas le laisser tomber, en tout cas le moment venu, ça, évidemment, c'est un mystère, parce que il a été d'une imprudence incroyable. Moi, ce que j'aimerais aller après le cas Cahuzac, mais je pense que vous allez me dire le contraire, mais moi je suis... C'est pas sûr, Eric. Ah bon, Non, mais... D'accord, Eric. Je suis bon d'or, mais après tout... Mais vous avez raison, Beaucoup cette échelle. Surprenez-moi. Non, moi je suis assez agacé, et agacé est une litote, par justement toutes ces déclarations de patrimoine. Exigence de transparence totale. Exactement. Moi je trouve que c'est une tyrannie, vous. N'exagérons pas. Exigence. Non, mais pas total, non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça m'exaspère. Je me fous de savoir que Hulot a 4 voitures et que l'autre a un appartement. Si, c'est la même chose. Excuse-moi. C'est la même chose. C'est parce qu'il y a eu des fraudeurs. Je comprends la logique, de toute façon. Si, c'est la tyrannie de la transparence. Mais bien sûr, et qu'après, on exige une transparence accrue. Excuse-moi, c'est le même débat. Simplement, je vais un peu avant. Après. Donc, surtout que tout ça est lié. On voit bien, d'ailleurs, ça donne raison à Régis Debray et son américanisation. Tout ça est lié à une autre transparence qui devient complètement folle et qui touche les mêmes d'ailleurs, qui est la transparence sexuelle, avec les viols par surprise. Non mais il y a une logique, tout ça. Il y a une logique sociale, il y a une logique presque de philosophie sociale. On voit bien qu'on est en train de basculer. La logique de noyer le poisson chez Zemmour surtout. Là. Non, mais à force de tout mélanger, effectivement, on se dit tout ça. Non, mais vous appelez ça la moraline. Je fais un peu de perspective, ce qui t'arrive une fois par an. Donc je t'aide. Grâce à toi, je progresse. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Moi, je vous rejoins sur un point, Eric, c'est que personne ne veut de la transparence totale. Et c'est un journaliste qui est habitué à lutter contre la corruption qui vous dit ça. La transparence totale, c'est dangereux. C'est un problème. Oui, parce que Staline, il y avait une corruption, il y avait une transparence totale. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'excès de transparence? Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas dans une transparence totale, Eric, justement. L'autre, Eric. C'est que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point qui est assez acceptable, je trouve, et qui ne va pas assez loin sur certains aspects. Par exemple, qu'on ne puisse pas aller vérifier la déclaration de patrimoine de son élu. Et on peut y aller, on peut aller en préfecture dans des conditions drastiques de sécurité, mais on ne peut pas en faire état. Donc, à quoi ça sert? Honnêtement, à quoi ça sert? À part se faire son intime conviction de citoyen, ok, c'est déjà bien. Et vous ne trouvez pas scandaleux qu'on puisse connaître le patrimoine? Mais moi, je pense qu'un élu... Pourquoi ça nous regarde? Mais parce que, je sais pas, on pourrait pu poser ces questions-là pour M. Cahuzac. M. Balkany, je pense que plein de gens auraient aimé savoir... Mais parce que vous flattez les mauvais penchants de l'humanité. Non, je pense... Ils sont l'envie, la jalousie, cette médiocrité humaine. Moi, je préfère parler de justice, Eric. Bah, pas moi. Je vous assure, pour moi, c'est pas de la justice. Non, elle s'arrête à un moment donné, simplement. Vous parliez moi, je ne fais pas l'amalgame avec les problèmes sexuels. Je pense que la vie privée, par exemple, ne doit pas être débattue, ne doit pas être mise en exergue, sauf quand ça... C'est fait. Sauf quand il y a une conséquence. Oui, mais accordez-moi, même si Nolo comprend rien et qu'il croit qu'on noie le poisson, il comprend très bien. Tout ça est lié. Non, mais le problème après, c'est ce que vous dites souvent dans l'émission, c'est la sélection du personnel politique par les juges. C'est là où on en... Mais ça, c'est mon dada, donc évidemment... vous n'allez pas... Mais Anaïs Bouton qui rentre dans le jeu de... Je trouve, même s'il y a des excès, je suis d'accord, mais que l'énormité de l'affaire Cahuzac ne pouvait produire que des effets énormes, et parfois un peu excessifs. Mais c'est tellement incroyable cette affaire qu'en effet, après, c'est très difficile de dire stop. Tu sais, parce que les gens se disent, on se moque de nous. Est-ce que je peux vous rappeler qu'il y a eu... Alors, je veux bien croire que les choses ont beaucoup changé depuis l'affaire Cahuzac.
Vous vous rappelez de la dernière élection présidentielle, du traumatisme, du drame qu'a été quand même l'affaire Fillon, enfin, qui est aussi énorme que l'affaire Cahuzac, puisque là, elle implique en plus un ancien Premier ministre. Elle n'a rien à voir, bien sûr, mais enfin, c'est très comparable. Hein, et elle a une incidence directe sur le choix le résultat final. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans ce milieu, non mais dans ce milieu politique, beaucoup de choses se savent depuis longtemps. Il y a une espèce d'omerta qui veut que personne ne dit ce qu'il sait, et puis à un moment donné, parce que ça sert tel ou tel intérêt, certaines affaires sortent. L'affaire Fillon, on ne fera pas croire que tout le monde ignorait dans le milieu politique la réalité des choses. Ah, vous avancez beaucoup. Mais il a raison. Mais vous pensez que beaucoup de choses se savent. Oui, beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, je ne pense pas que l'affaire Fillon soit un bon exemple pour illustrer votre théorie, qui est juste par ailleurs. C'est-à-dire, vous pensez que c'est arrivé d'un coup et que c'est le travail exclusif d'un hebdomadaire satirique qui a fouillé, qui a cherché. Non, mais parfois, il y a beaucoup de fantasmes autour du... Non, mais moi, je vois les poissons et lui, il est naïf. Non, mais... Comme ça, on fait avancer. Les deux font l'affaire. Comment ça se passe? Mais il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Je ne connais pas le ressort des enquêteurs des Galères enchaînés. Mais sur bien des affaires que nous avons sorties avec Fabrice Lhomme et d'autres, Mediapart et autres, ça part aussi juste d'une réflexion, d'un sentiment. Dans le cas de Mediapart, pour l'affaire Cahuzac, il y a eu toute une série de personnes. Je ne dis pas qu'ils ont eu tort, parce que à la fin des fins, évidemment, Jérôme Cahuzac ne pouvait pas garder son poste, et c'est une bonne chose qu'on l'ait démasqué. Ce que je dis, c'est que pendant 12 ans, une cassette a circulé, que beaucoup de gens l'ont entendue, en Lot-et-Garonne, mais aussi à Paris, et que personne n'a rien dit, n'a rien fait. Et le Parti Socialiste a tout ignoré, soi-disant, d'une réalité. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Et la droite le savait aussi en partie. D'accord, mais je dis juste que quand vous généralisez l'affaire Cahuzac et que vous essayez de dire que l'affaire Fillon a obéi au même ressort, j'en suis pas du tout convaincu. Moi, je crois qu'en effet, des affaires peuvent sortir à la suite d'enquêtes, mais que quand vous commencez à enquêter, tous les gens qui ont intérêt à la perte de la personne qui est mise en cause viennent collaborer. Ça, c'est sûr. Mais écoutez, M. Bourgi se vantait des années avant, il l'a fait auprès de moi, donc je peux le dire, se vantait des années avant de l'affaire des costumes de M. Fillon. 2 ans avant l'affaire Éclat, je le savais. Donc je veux dire, il ne faut pas dire que ces choses-là ne se savent pas. 2 ans avant, il vous l'a dit? Oui, bien sûr. Bien sûr, un jour, il m'a parlé de ça en me disant j'achète des costumes pour M. Fillon. Voilà, il se trouve, je vais vous dire toute la vérité, que je devais être l'éditeur de ces... Non, j'étais l'éditeur de ces mémoires, ça a été dit dans la presse, donc je ne vais pas le cacher. Et donc je l'ai vu dans le cadre des mémoires qu'il devait publier. Évidemment, de l'affaire des costumes. Hein. Ouais, mais oui, bien sûr. Raconte 2 par Bourgi et une troisième pour vous qui contredit celle qu'a dit Bourgi. J'ai jamais oublié ça. Non, mais c'est pas vous que je mets en cause. Moi, j'ai pas d'intérêt à vous dire la vérité. C'est bientôt les mémoires de Bourgi. Non, voilà, toujours ce métier de ce dit Bourgi. Il a décidé de ne pas les publier, courage Fillon. Ah, d'accord. N'écoutant que son courage, qui ne lui dise rien. Bien. Merci, messieurs. Jean-Luc Barré, je rappelle le titre de votre ouvrage, Dissimulation chez Fayard. Et vous restez avec nous, car elle est transparente, elle aussi. Mais pour notre plus grande joie, voici la lumineuse Alba Ventura. Sandrine, on vous fait le coup de la pub. Je vais me mettre près de vous parce que j'adore. Ouais. Et alors, après, on reviendra avec vous sur l'affaire Hulot. On reviendra sur les artistes qui s'engagent avec Jean-Marc Dumontet. Mais pour l'instant, c'est la pub. Sur le plateau de Zemmour et Nolot, mais Zemmour s'est jamais arrêté. De toute façon, pendant la pub, il parle et tout ça. S'en fiche. Alba, je rappelle à tous vos admirateurs, et ils sont nombreux, qu'ils peuvent réagir sur les réseaux sociaux. Moi, je tweete tout le temps. Avec le mot dièse Zen PP. Alors, Alba, avec vous, on va revenir sur cette affaire Hulot qui a défrayé la chronique cette semaine. Le nom de Nicolas Hulot a été cité pour des faits d'agression sexuelle dans un article d'un nouveau magazine. Et d'abord, Alba, est-ce que cette affaire a eu un impact sur la popularité de... Ah bah voilà, laissez-moi finir ma question. De cet homme politique préféré des Français. Vive la France. Zéro impact. Le premier sondage de popularité est sorti dans Paris Match, IFOP fiducial, et l'affaire n'a pas fait bouger d'un iota la popularité de Nicolas Hulot. Il reste stable à 64%. Et pourtant, Frédéric Dabi de l'Institut IFOP le souligne, à chaque fois qu'un homme politique ou une femme politique est impliqué dans une affaire ou dans un scandale, il dévisse immédiatement, brutalement. Ça a été le cas d'Hervé Guémard pour son appartement, ça a été le cas de Michel Alliot-Marie et son avion en Tunisie, ça a été le cas de DSK, de Cahuzac et de Fillon. Pour le moment, écoutez, Nicolas Hulot ne pâtit pas de ces accusations. Alors peut-être que sa stratégie a fonctionné, sa stratégie d'attaque qui a constitué
Consister à se rendre à la télé avant que l'affaire ne soit rendue publique. Peut-être que c'est ça qui a fonctionné. Lui, vous savez, il a voulu prendre les devants. Je rappelle un petit peu qu'il a voulu éteindre la rumeur avant qu'elle ne galope. Parce que, comme il l'a dit, je n'ai pas peur de la vérité, j'ai peur de la rumeur, car c'est un poison mortel. Alors, il a même essayé d'éteindre la rumeur auprès des journalistes. Vous savez qu'il a passé des coups de fil auprès des journalistes, pas moi, pour démentir. Et il a même téléphoné directement aux collaborateurs d'un ministre qu'il suspectait de dire du mal de lui dans tout Paris, de propager justement des rumeurs pour lui remonter les bretelles. C'est dire s'il avait à cœur, Nicolas Hulot, de faire taire cette saleté de rumeurs. Alors, tout le monde n'achète pas le coup de la rumeur. Un ancien ministre qui ne connaît bien Nicolas Hulot, que j'ai vu récemment, me disait, d'abord, Hulot, dans n'importe quel pays, il aurait déjà dû démissionner. Et puis il dit, cet homme a un problème, il aime la frime, les grosses voitures et les femmes, mais il a toujours voulu cacher ça, il a toujours voulu montrer l'inverse de ce qu'il aime vraiment. Alors, on parle pas un ami. Non, ça c'est franchement. Surtout c'est anonyme, quoi. Ouais, on va pas porter. Il va pas porter Et c'est lui plainte. qui dit ça. Il va pas porter plainte pour diffamation, Nicolas. J'aime pas les accusations anonymes. Porte plainte. Si, il va porter plainte pour diffamation. En tout cas, il n'est pas question qu'il démissionne. Alors, il faut dire aussi que l'article qui l'incrimine n'est pas très étayé. Franchement, on est un peu perplexe. L'art de la litote, Alba, Voilà. C'est joliment dit. Le magazine, c'est l'Hebdo qui publie ça. Alors, il y a d'abord une histoire qui concerne une femme de la Fondation Hulot, mais qui dément dans le papier toute agression sexuelle de la part de Nicolas Hulot. Donc, on se dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi en parler? Il y a une deuxième affaire qui date de 97, qui a fait l'objet d'une plainte pour viol de la part d'une jeune femme qui voulait d'abord garder l'anonymat. Après, elle s'est dévoilée. Il s'agit, on le sait maintenant, de la petite fille de François Mitterrand. Et cette affaire a été classée sans suite et elle est prescrite aujourd'hui. À la lecture de l'article, franchement, Hulot est inatteignable judiciairement. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est faux, mais ça ne repose pas sur des éléments concrets, sur des éléments tangibles. À la lecture, encore une fois, de l'article. Alors, le magazine a expliqué dans son papier que s'il a choisi de mettre en avant ces deux histoires, ces deux affaires, c'est parce qu'il pensait que c'est ce qui a toujours empêché Nicolas Hulot de se présenter à la présidentielle. Alors, on en arrive, messieurs, au climax. Faux cul sont dans un bateau. De l'émission. C'est pas pour faire le buzz. Hein. Pas pour vendre, surtout. Non, pas surtout pas pour vendre. Alors, Alba, c'est la question. Alba n'a pas tort. Et la question, je la pose à vous, Gérard Davé, aux journalistes d'investigation que vous êtes. Fallait-il publier une enquête, je dirais, incomplète? Est-ce que vous l'auriez fait? C'est toujours impossible de dire si je l'aurais fait ou pas, parce que je n'ai pas eu ces informations-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la lecture de cet article, j'ai été gêné. J'étais interloqué comme vous, je trouvais que c'était pas étayé, je trouve que c'est très compliqué de relayer la parole de quelqu'un qui en plus n'avait pas envie qu'on parle d'elle, Pascal Mitterrand en l'occurrence, que la plainte était prescrite et que ensuite, dernière chose, c'est que la dame qui portait les accusations au sein de la Fondation Hulot s'est rétractée en disant qu'il n'y a pas d'accusation. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, à tout le moins, je pense que je me serais vraiment très longuement interrogé. Vraiment. Vous n'auriez pas publié? Ça manquait d'éléments. Moi, enfin, c'est mon opinion. Ça discrédite notre métier de journaliste? Pardon? Ça discrédite notre métier de journaliste? J'aime pas critiquer les confrères à ce qu'ils font parce qu'il m'arrive à moi aussi. Et non, mais il m'arrive à moi aussi de faire des erreurs. Oui, mais à tous. Non, mais d'accord, donc c'est une erreur. Donc je considère que cet article n'est pas probant. Voilà. Oui. Bien, fin de l'Alba n'a pas tort. Non, mais juste un élément d'information, c'est que cette dame de la Fondation Nicolas Hulot, elle ne s'est pas rétractée. Ce sont des journalistes qui sont tombés sur son nom par déduction, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle n'a fait... Et ensuite, alors, le terme rétracté n'est pas bon. Ensuite, elle a dit clairement, non, c'est pas le cas. Non, elle a dit exactement. Voilà. On n'a jamais, il n'y a donc jamais eu ça fait d'agression beaucoup sexuelle. d'éléments, quoi. On termine avec votre bonus. Je vous parle d'autre chose, d'Alain Juppé. Serait-il en route pour un nouveau tour de piste à Bordeaux? Je vous parle des municipales de 2020. On est en 2018, mais... Non, certains lui prêtent des ambitions européennes, hein, vous le savez. Son ancienne adjointe à la mairie, Virginie Calmels, numéro 2 aujourd'hui de Laurent Wauquiez, ne l'imagine pas du tout tête de liste aux européennes l'an prochain. En revanche, dit-elle, je suis sûre à 99% qu'il veut se représenter à Bordeaux. Il fait campagne, il a lancé le programme Bordeaux 2050. Et puis alors, il y a une chose... Ça fait beaucoup rire. En 2050, il aura quel âge? On s'en 20 ans. Il aura 104 ans, je crois que c'est 46. Moi, je pensais 120 ans. Je crois que c'est 46, Juppé. Donc, et ben voilà, il lancera à son 12e mandat. Voilà. Mais il y a une chose qui ne trompe pas pour Virginie Calmels. Dans tout ce que fait Alain Juppé, dit-elle, dans tout ce qu'il dit, il n'y a pas le moindre signe de passage de flambeau. Effectivement, c'est... Elle est bien placée pour le savoir. Oui, ça c'est vrai. Et c'est aussi le signe de la fin de votre chronique.
Merci beaucoup, Alba. On passe maintenant à notre focus. Avec 6 théâtres, 3600 fauteuils et une centaine d'artistes, Nicolas Canteloup et Alex Lutz, Jean-Marc Dumontet est sans doute the greatest showman en France aujourd'hui. Il s'engage. Avant d'en parler avec lui, retour en images sur les artistes qui ont pris position. C'est la rubrique, c'était demain par Dimitri Kefelec, souvenez-vous. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère. C'était en 1980. François Mitterrand est apostrophé par Daniel Balavoine qui devient dès lors le saint patron des artistes contestataires. Le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. J'ai l'impression qu'il rejette tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche ou même. Mais il a le droit, et pourquoi pas moi? Il a le droit. Moi, je suis pour que tout soit dit et pour que tout homme politique puisse être mis en question. Ça m'arrive tous les jours. Et si cela devait arriver avec Daniel Balavoine, eh bien, j'écouterai quand même ce qu'il a à me dire. Mais Balavoine ne sera pas l'unique artiste à se faire porte-étendard d'une cause. Quand débute l'hiver 85, Coluche, déjà comique engagé, a une petite idée, les Restos du Cœur qui deviennent un pilier de l'aide alimentaire. Les politiciens, bon, on a confiance ou on n'a pas confiance, ça dépend. Hein. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent, ben, je sais pas. Alors nous, on sait et on le fait, voilà. Autre coup de gueule resté dans les mémoires, celui de Josiane Balasco contre le mal logement sous la présidence Sarkozy. 2000 personnes dans les rues de Paris scandant un toit, c'est la loi, toutes derrière les mal logés. Qu'est-ce qu'ils foutent tous les mecs du PS qui veulent nous... Qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà, ça m'énerve. Parce qu'on est seuls. Que eux, leur boulot, c'est d'être dans l'opposition. Elle est où l'opposition? C'est nous l'opposition. D'autres choisissent de s'engager encore plus directement. Ce qu'il faut à notre pays, je crois, ce n'est pas un champion de campagne électorale. C'est un président. Un grand président. Voilà pourquoi je vous demande d'écouter maintenant Raymond Barre. Écoutez-le bien. Votant pour Raymond Barre, une chose est sûre, vous penserez d'abord à l'avenir de la France. Celui qui le premier se sert des vedettes comme d'une arme politique, c'est Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il est soutenu publiquement par Johnny Hallyday, Chantal Goya ou encore Brigitte Bardot. Mais plus récemment, certains artistes ont payé cher leur soutien à un homme politique. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Trop de souvenirs avec de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oubli, que c'est ici que je suis né. De temps... En soutenant Nicolas Sarkozy, Faudel perd une partie de son public. Une mésaventure que Doc Gynéco a lui aussi connue. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Nicolas Sarkozy? Un ami avant tout et aussi quelqu'un qui m'aide à penser, un petit maître à penser. Moi, tu me verras plus du tout en politique. Je savais que j'allais laisser des plumes. C'est vrai que là, j'ai pris plus de coups que prévu. Ça m'a coûté. Alors question, aujourd'hui, quel impact pour la parole des artistes? Bonsoir, Jean-Marc Dumontet. Venez vous asseoir, prenez place. Oui, un petit classique pour votre entrée, bien sûr. Alors, vous êtes donc, je cite votre compte Twitter, europroducteur de spectacles, propriétaire de Bobino, point virgule, Le Grand point virgule, Théâtre Antoine, Comédia, Sentier des Halles. Vous êtes président des Molières. Vous êtes donc extrêmement équipé pour être confronté au terrible QCM de Zemmour et Lolo, mais bien sûr. Alors, un artiste engagé, ça sert à faire réfléchir sur des problèmes de société, agacer les électeurs ou énerver Éric Zemmour. Un peu tous les trois. les trois, je pense qu'un artiste, c'est un citoyen. Donc moi, j'ai lancé un festival qui s'appelle Parole citoyenne. Qui a commencé lundi dernier avec Les Chatouilles. Avec Les Chatouilles, qui est un sublime spectacle sur les violences sexuelles faites aux enfants. Un spectacle choc, très bouleversant. Vous l'avez vu, Nolo? Non. Il faut que vous alliez le voir, c'est magnifique. Et qui appelle chacun de nous au-delà des artistes, parce que pour moi, c'est bien au-delà des artistes, parce que nous sommes plutôt tous des parents,
Donc nous pouvons voir des enfants. Il y a 154 000 enfants par an qui sont victimes de viols, d'inceste. 154 000, voilà, vous apprenez le chiffre. C'est-à-dire que dans chaque classe, il y a un ou deux... Vous êtes sûr de ça? Oui, je suis sûr de ça. Il y a Parce que je me méfie de ce genre de chiffres. Vous avez raison de vous méfier des chiffres. Enfin, non, mais c'est vrai, ce genre de chiffres, c'est tout et Il y a un ou deux enfants qui sont victimes par classe de viol, voilà, d'inceste. Et on parle d'inceste, donc c'est dans la famille. Ça veut dire qu'il y a un secret absolu, qu'il y a ensuite il y a le déni, ensuite il y a le traumatisme et l'amnésie traumatique qui peuvent intervenir. Et ça veut dire que nous tous, citoyens, parents, on doit apprendre à nos enfants à se méfier de tout ça. On doit leur dire que leur partie intime ne les concerne que et qu'il faut qu'ils soient vigilants sur ça. Donc c'est ça, parole citoyenne, c'est appeler à chacun sur des grands thèmes de société à être vigilant, à porter un discours, un propos, et puis être conscient qu'on doit défendre un certain nombre de choses. Pardonnez-moi, mais c'était pas la question. C'était pas la question, mais je l'ai extrapolé parce que... Non, mais parce que... on voulait parler de votre Non, mais parce que vous avez extrapolé, mais vous n'avez pas extrapolé. Ah. Vous avez dévoyé la question de façon fort habile. Je vous remercie. Parce que là, moi, je suis d'accord avec vous. Sauf que c'est pas ça la question. Parce que la question, c'est l'engagement des artistes. Et la sous-question, c'est l'engagement des artistes qui est forcément à gauche. Parce que si jamais il est à droite, ils sont flingués. Et la sous-question, c'est... Vous connaissez le paradoxe de l'acteur selon Diderot, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vide pour pouvoir être rempli par le rôle. Et en l'occurrence, les acteurs et les artistes en général sont souvent vides et sont remplis par l'idéologie dominante, encore l'idéologie de gauche. Et si vous voulez, je crois que c'est ça la vraie question, si je peux me permettre. Alors, et ça, c'est autre chose. Là, c'est votre tour de dévoyer la question. Bah non, on est chacun dans des dévoiements respectifs. Non. Parce que quand les gens... Non, mais ça, sérieusement. Quand les gens entendent acteurs engagés, ils pensent acteurs de gauche et ils pensent pas à votre parole citoyenne, qui est très bien. Alors vraiment, là, ce que vous avez dit sur les enfants, c'est horrible. Donc, c'est pas ça que je discute. Je répète que le spectacle d'Andrea Bescon... Voilà, c'est pas ça que je discute, vous avez compris, évidemment. Et que c'est pas du tout quelque Mais c'est la question de fond. Vous avez un a priori à considérer que tous les acteurs engagés sont à gauche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, j'ai fait 5 ans de Ruquier, j'ai vu. Sur un certain nombre de thèmes et de causes qu'en ce moment on essaye de déblayer avec ce festival, il y a des acteurs qui n'agitent pas leurs critères idéologiques. Non, mais je vais vous donner un exemple. Mais s'ils ne sont pas de gauche, on les tue? Non, pas du tout. Hier, il y avait un spectacle de Rachid Benzine qui s'appelle Lettre à Nour. C'est l'histoire d'un échange épistolaire entre un père et une fille. Le père est un libéral musulman, prof d'université, dont la fille part faire le djihad. C'est une fiction. J'ai lu le texte, vous avez lu le texte, c'est tout à fait remarquable. Je me fous complètement de savoir si Rachid Benzine est de gauche ou de droite. Je vous parle pas de ça. Non, mais il y a plusieurs choses. Et je me fiche tout à fait de tout ça. Rachid, quelles que soient ses convictions politiques, qu'il penche à gauche ou qu'il penche à droite, il vient soulever une vraie question, qui est celle de ces jeunes qui tout à coup sont happés par une secte, parce que j'appelle l'islam politique, quand il conduit au djihad, une secte, et qui fait que tout à coup, ces jeunes partent faire le djihad dans un pays étranger. Ou commettent des attentats chez nous. Et c'est une vraie question qui se pose à tous les citoyens. Et je me moque complètement de l'origine, et que ça a été porté par Berling et Lou Delage hier, qu'ils soient de gauche ou de droite, je m'en fous totalement. Mais je parlais pas de vous, Il y a plusieurs choses, moi, qui me frappent dans votre initiative. Alors évidemment, les mauvais esprits pourraient dire que vous cherchez un supplément d'âme à une entreprise de concentration capitalistique, puisque vous ne cessez d'acquérir de nouvelles salles, et que, au fond, vous qui êtes de gauche, vous essayez de garder une petite âme de gauche à travers quelque chose qui... C'est la première fois qu'on me dit que je suis de gauche, mais très bien. Non, j'ai compris que votre soutien à Macron était sur des valeurs était à partir de valeurs de gauche. Enfin, j'ai lu il est sur un certain nombre. Oui, je vous invite à les relire alors. Mais c'est pas très intéressant. Je comprends que vous avez pas pris votre temps, mais je vous invite à les relire. Je pense que c'est plus nuancé que ça. Ah oui, c'est nuancé, mais à mon avis, on peut quand même le dire. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, la première, c'est Je me définirais, comme un libéral. Voilà, donc un libéral épouse à gauche et à droite. Non, mais vous êtes de la deuxième gauche. Oui. Vous êtes de la deuxième. Et le libéralisme naît à gauche, vous savez bien. Bien sûr. C'est pas le débat. Je trouve qu'il y a une contradiction un peu, c'est que en ce moment, dès qu'on dit quelque chose dans l'espace public, ça fait des scandales, le politiquement correct règne, sauf, je dois le dire, dans les salles de spectacle, où je vais voir des tas de spectacles, règne une liberté totale. Les pires horreurs sont dites en toute impunité, ce dont je me réjouis. Et là, vous faites un peu le contraire, parce que vous voulez remettre un peu de respectabilité et d'honorabilité dans un espace qui est un des rares qui soit complètement protégé par ce que je dénonçais à l'instant.
Non, j'ai rien compris à la question. Si. La liberté, parce que tu vas pas beaucoup au spectacle. Ah oui, c'est vrai. La liberté d'expression est totale. Non, mais ça, j'ai compris. Les gens sortent des horreurs totales. Donc mais on a vu un spectacle ensemble. Et alors tu le traites de censeur, en gros. Non, pas de censeur. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bérangère Krief. Bérangère Krief, oui. Ouais. Et non, et ce que je veux dire, c'est que vous, par cette initiative, vous remettez les artistes du côté de la respectabilité plutôt que... Mais pourquoi? Je sais pas. Non, pas du tout. Non, mais pourquoi il les remet du côté de la responsabilité? Parce que c'est parole citoyenne. Ah oui, d'accord. Non, pardon, deux choses. Je ne recherche pas de la respectabilité, parce que ce serait vraiment à l'heure de chercher ça. La responsabilité. Alors oui, de la responsabilité, bien sûr, parce que vous savez, quand vous êtes sur scène, quand vos artistes sont sur scène, ils ont un devoir, ils ont une responsabilité d'avoir du propos, d'avoir du sens. Et quand je produis un humoriste ou quand je produis un spectacle plus lourd, en termes de sens, comme Inconnu à cette adresse, où on a eu 19 distributions différentes au Théâtre Antoine, j'ai le souci, effectivement, qu'on porte du propos et qu'il y ait du sens. Parce que je pense qu'on n'est pas là que pour divertir. Et je dis souvent à mes artistes, quand vous n'avez pas de fond, vous le touchez. Donc, je cherche pas de la respectabilité, mais je crois que j'ai la chance d'avoir des tribunes et un média que sont mes théâtres, qui sont des lieux d'expression, les lieux de partage. Quand on a fait, après le 13 novembre, avec Pierre Arditi, Daniel Russo, ce formidable texte de Jean-Claude Grimbert qui est sur l'antisémitisme, pour aller vite, c'était un moment très fort, c'était un moment de communion, parce que tout le monde était évidemment choqué, et je crois qu'il faut avoir du sens et du propos tout le temps dans ce qu'on fait. Je connais pas aussi bien que Nolo là-dessus, mais à vous entendre, là, et à vous, les exemples que vous donnez, tout ça est quand même très politiquement correct, hein. Mais ça veut dire quoi, politiquement correct ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que être aujourd'hui pour la liberté, est-ce que pour aujourd'hui dénoncer les viols, dénoncer le djihad et s'interroger, oui, tout ça est très politiquement correct. Excusez-moi. Vous n'allez pas révolutionner la terre avec ça. Hein, c'est méchant, le viol c'est méchant. Et le djihad c'est pas bien. Eric, si je peux me permettre, pour connaître un peu le spectacle que monte Jean-Marc Dumontet, vous y trouvez du Alex Lutz. Qui n'a rien à voir avec Nicolas Canteloup, qui n'a rien à voir avec le festival Parole Citoyenne. C'est juste, à mon avis, hein, un peu d'extérieur, un engagement personnel, citoyen et théâtral. Voilà, c'est moi déjà ça m'énerve. Il n'y a pas à citoyen. Justement, c'était la troisième phrase. Alors, je crois qu'il fallait faire cette émission en se disant attention, il y a Éric Zemmour, il va falloir ne pas employer certains mots, et puis il va savoir. Mais il va falloir savoir. La sémantique, ça, mon cher ami, ça a une grande importance. Non, je suis tout à fait libre. Mais tout le monde est libre de dire ce qu'on veut, tant qu'on respecte ma liberté à moi, vous savez. Et je trouve qu'asséner ce politiquement correct, qui en l'occurrence ne veut pas dire grand-chose, ne mène pas le débat très loin. Mais c'est pas très grave, c'est votre choix. C'est ce que soulignait Nolo. Dans les théâtres de Jean-Marc Dumontet, il y a aussi des gens qui disent des horreurs. C'était justement la question de Nolo. Donc, passons à la deuxième question. Bon, très bien. Passons à la deuxième question. De Zemmour et Nolo. Dans quel cadre seriez-vous le plus utile à Emmanuel Macron ? En restant à distance, en gérant l'agenda de ses sorties culturelles, en étant ministre de la Culture, comme la rumeur a un peu laissé entendre, vous l'aurait proposé ? Non, on ne me l'a jamais proposé. Non. C'est évidemment un métier exaltant parce que c'est porter toute la parole artistique française et puis ce souci, cette obsession qu'on doit avoir de la diffusion parce qu'il ne faut pas être quant à soi, il faut vraiment aller toucher les gens partout. Mais vraiment, on ne me l'a pas du tout proposé. Vous auriez accepté si on l'avait proposé ? C'est ridicule. Si vous voulez, tant qu'on ne vous a pas proposé, vous ne pouvez pas dire j'aurais accepté ou refusé. Donc non, j'en sais rien. Moi, j'ai 6 théâtres. Si vous voulez, c'est un engagement, c'est beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que je fais, c'est beaucoup de temps. C'est absolument pas compatible, évidemment, avec mes 6 théâtres. Donc c'est absolument pas d'actualité. Et vous l'avez soutenu, Emmanuel ? J'allais dire, je l'ai beaucoup soutenu, ce qui serait extrêmement prétentieux. Je l'ai beaucoup accompagné pendant toute cette campagne et j'ai trouvé cette aventure totalement exaltante parce que quand au mois d'octobre, novembre, décembre ou même janvier on parlait de Macron, personne n'y croyait. C'était un ectoplasme, c'était un hologramme, jamais ça marcherait. Vous l'avez coaché ou pas, justement ? J'ai parlé avec lui régulièrement. Vous savez, quand vous côtoyez Emmanuel Macron, ça vous apprend la modestie. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'ils ont coaché Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont vraiment rien compris au personnage. C'est quelqu'un qui se nourrit, il fait son miel, vous lui dites beaucoup de choses, l'accès est libre et facile, mais ensuite, celui qui pense qu'il a coaché... Oui, mais vous vous souvenez du premier meeting où il avait la voix qui était partie, etc. Est-ce que vous lui avez pas donné des techniques théâtrales ? Est-ce que vous l'avez pas fait un peu réviser ? Moi je l'ai suivi sur 20 ou 25 meetings, et derrière, je pouvais lui parler, lui donner tout un tas de conseils. C'est lui qui décidait, c'est un grand garçon. Vous l'avez suivi parfois pour d'étranges raisons. Je me souviens d'une de vos tribunes où vous disiez
ce qui me fait toujours hurler de rire, cette phrase, que le Parti Socialiste n'a pas fait son bad Godesberg. Là. Oui, bien sûr. Moi, ça me fait toujours rire. Enfin, il faut rappeler que c'est le Congrès où le Parti Socialiste allemand a rompu avec le marxisme. Parce que 1959. Si seulement ça avait été ça, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça un peu étrange. Ils ont rompu 10 fois. Oui, non, mais depuis 83. Que la gauche devait se séparer des carcans. D'abord, il se trouve que c'est la gauche française qui a inventé le libéralisme. Au contraire, tous les gens qui ont inventé le libéralisme en Europe étaient socialistes. Donc en fait, ils représentent pas ça, Macron. Il représente la deuxième gauche. Et moi, je vois mal la différence entre cette deuxième gauche et la droite actuellement. Donc quel est le sens de la droite libérale. Oui, la droite libérale. Donc quel est le sens de votre engagement? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous attendez de Macron? Alors, pas seulement en tant que professionnel, en tant que citoyen. Ah non, mais en tant que professionnel, moi, le sujet de la culture, je ne l'ai pas abordé avec lui, ou très peu, parce que je ne voulais pas avoir un engagement corporatiste. Et vous voyez, dans le cadre d'une campagne, tout le monde vient voir les candidats pour lui dire, alors attention, sur la politique du médicament, je pense qu'il faudrait faire ça, en matière audiovisuelle, essayons d'ouvrir un peu plus le deuxième créneau de diffusion. Voilà. Moi, vraiment, j'aurais eu honte d'aller voir Macron pour lui proposer ça. Ce qui m'a intéressé, c'était sa volonté de bousculer les lignes. Il les a totalement bousculées, puisqu'aujourd'hui, effectivement, à gauche comme à droite, c'est quand même un grand désert. Ils sont en totale recomposition. Là, ils ont touché la décomposition, comme aurait dit Raymond Barre en son temps. Il fallait d'abord décomposer, ça c'est fait. Je pensais que c'était quelqu'un qui était capable de faire le job. C'est-à-dire qu'il avait la stature d'un président, qu'il avait la fermeté, l'autorité, et je pensais que c'est quelqu'un, et je pense d'ailleurs toujours, que c'est quelqu'un qui va lutter contre l'impuissance publique. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que les politiques sont incapables de prendre des décisions qui se traduisent par des réalités, et on n'en reste qu'à des bons sentiments, et que jamais c'est traduit dans la réalité. Et que lui, il a la volonté de faire. Et c'est cette volonté de faire, cette volonté de parler vrai, le fait aussi que ce ne soit pas un homme politique programmé depuis 30 ans pour devenir président de la République, et que pour lui, il y avait une élection présidentielle, soit il y parvenait, et c'était très bien pour lui, et il allait s'inscrire sur 5 ou 10 ans et abandonner la politique, soit il arrêtait la politique. Et ça m'apparaissait aussi très intéressant, parce que ce n'est pas quelqu'un du sérail, même si évidemment il a fait les grandes écoles, il a été nourri là-dedans. Non mais, à la différence de tous les hommes politiques... Il tombe pas de la lune quand même. Non, mais là où il a raison, c'est qu'il n'est pas du sérail partisan. Exactement. Voilà. À la différence des autres candidats, qui avait un parcours de 30 ans et dont c'était le but ultime. Bien sûr. Voilà. Et tous... Il est du sérail technocratique. Bien il sûr, n'est pas du sérail partisan. bien sûr. Et voilà, cet ensemble de raisons et bien d'autres font que j'ai considéré avec un grand intérêt sa candidature. Voilà. Alors justement, en parlant d'Emmanuel Macron, on a une dernière petite question, une petite chérie sur le pudding. Emmanuel Macron... Moi j'avais cerise sur le gâteau, mais bon, c'est un peu ringard, c'est toujours la même chose. Si vous avez demandé votre avis, est-ce que vous lui auriez déconseillé de répondre au bon anniversaire de Cyril Hanouna en direct dans son émission, de faire visiter les salons de l'Élysée à Laurent Delahousse, ou de fêter sa qualification au second tour de la présidentielle à la Rotonde avec Lynn Renaud, Stéphane Bern, vous, voilà. La Rotonde, personne ne l'avait vu venir parce que c'était vraiment une soirée avec toute l'équipe et que la Rotonde est tout sauf un lieu de luxe. Mais ensuite, ça a eu une résonance particulière liée à son parcours. Hanouna, c'était pas la meilleure façon de faire souhaiter son anniversaire. Mais ça faisait un peu sarkozyste, moi j'ai trouvé. Hanouna ? Oui. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, Emmanuel Macron est un homme de paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un de très réfléchi et qu'à la fois quelqu'un de très spontané. Donc là, ça s'est présenté comme ça. Et ça s'est passé. Et en même temps, exactement, mais c'est vrai. Et quant à Delahousse, cette grande déambulation, effectivement, ne permettait pas d'asséner des grands discours. Ouais. Et puis là, ça faisait giscardien, ça faisait gadget. Oui, ça ne permettait pas de poser un discours. Vous critiquez pas vos confrères, mais est-ce que vous avez, Gérard Davet, une opinion sur l'interview de... Dernière chance. Dernière chance de critiquer un confrère. Et il reste 30 secondes. Sur l'interview de Laurent Delahousse ? J'ai pas trouvé ça très probant non plus, pour employer le même terme. Je pense que même lui, il l'a pas trouvé très probant. Personne. Je tendance à penser que le journaliste est là pour interpeller, pour déranger, pour gêner, pour obtenir une vérité, et que l'autre n'a pas toujours intérêt à vous dire. Et en l'occurrence, c'était pas l'objet de ce que faisait Laurent Delahousse. Donc c'était comme quand il reçoit ses invités, bras croisés comme ça, le 20h, quand il reçoit les invités People. Il faisait pareil avec le président, et je pense que le président ne doit pas se prêter à ça. Très bien. Merci Jean-Marc Dumontet d'être venu sur le plateau. Je rappelle votre festival. Alors il y a Parole citoyenne, 11 spectacles dans vos théâtres, avec
J'insiste sur les chatouilles d'Andrea Bescond, mais je crois qu'il n'y avait qu'une seule représentation. Ouais. Juste pour aller vite, beaucoup de spectacles avec des femmes, les monologues du vagin qui reviennent. Oui, avec Marlène Schiappa. Longue peine, un sujet donc sur la prison qui interroge tout le monde, il n'y a pas de réponse toute faite. Beaucoup de femmes, la Comédie Française qui vient aussi jouer un texte d'Annie Ernaux, Françoise Gillard. Oh on est dans le politiquement correct. Non, on est dans un courant politique qui ne vous plaît peut-être pas. Ah oui, voilà. Mais pourquoi vous le disqualifiez? Mais pourquoi vous le disqualifiez? Je vous expliquerai un jour ce qu'est le politiquement correct. C'est exactement ça. Mais pourquoi vous le disqualifiez? On en reparlera. Non, je ne disqualifie pas. Si, non, vous le disqualifiez d'office, c'est le politiquement correct. Oui, c'est ça le politiquement correct. Mais c'est pas une insulte, le politiquement correct. C'est un courant idéologique, tout le monde considère que l'autre porte le politiquement correct. Non, pas du tout, mais c'est une erreur. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est une erreur. C'est très juste. Oui, mais c'est une erreur. Historiquement et idéologiquement, c'est une erreur. Parole citoyenne, vous allez adorer, Eric. Le festival de Jean-Marc Dumontet, c'est pour Eric. C'est de la rééducation, c'est comme les camps chinois. On se quitte, tiens, c'est une phrase pour vous. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Elle est signée Nietzsche et on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première. Recette inégalée mais subtilement améliorée. À suivre sur Paris Première, les grosses têtes avec